Eh bien, bonsoir à tous. Dites-moi à tous et à toutes, dites-moi si la technique est au rendez-vous, si vous me voyez, si vous m'entendez. Bonsoir Jacara 2, bonsoir Bernard de la vitre arrière, bonsoir 76X1. Euh, voilà, on est pour l'instant une petite quinzaine, mais ça va se remplir petit à petit. C'est un peu de ma faute, je pense, parce que sur YouTube, dans le commentaire épinglé, j'avais dit qu'on commencerait à 18h. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai un petit peu bugué. On me voit, on m'entend, donc on va pouvoir commencer tranquillement. Alors, ce soir, on est là pour discuter pendant quelques temps, 2 heures maximum. Je m'arrête à 19h max, et souvent je tiens quand même 2 heures. Discuter de la dernière vidéo sortie sur la chaîne Le Réveilleur qui concernait les pompes à chaleur. Une technologie importante dans le cadre de la transition, comme on a vu dans la vidéo. Technologie permettant de produire de la chaleur, de faire du chauffage et de la climatisation. Un point qui n'a pas été trop abordé, mais sur lesquels il y a eu pas mal de commentaires. Donc il va y avoir pas mal de choses à dire sur tout ça, sur les retours, les commentaires, etc., etc. Alors, par quoi on commence? N'hésitez pas si vous avez des questions, notamment sur pourquoi ce sujet, comment il a été préparé, et tout ça. Avec ce sujet, je pense que sur la chaîne, c'est la première fois que je touche aux questions de production de chaleur, de chauffage, d'isolation, etc. Enfin, là, j'ai pas vraiment parlé d'isolation, mais ça ouvre tout un pan qui est la production de chaleur pour le résidentiel et le tertiaire. Un sujet qui avait été quasiment pas abordé sur la chaîne jusque-là, et un sujet qui est important parce que cette production de chaleur se fait encore majoritairement, une petite majorité, mais majoritairement avec des ressources fossiles en France et, euh, et ailleurs. Je peux monter un peu le son, Rime le Mage. Euh, donc voilà, dans cette idée d'aller réduire les émissions de CO2, d'aller diminuer la consommation de ressources fossiles, c'est important de parler de production de chaleur. C'est une entrée en matière. Alors le problème, c'est qu'il y a pas mal de sujets connexes qui sont difficiles à déconnecter, donc ça appellera d'autres sujets, des approfondissements sur les pompes à chaleur, parce qu'il y a des questions qui sont restées un peu en suspens. Et puis dans les commentaires, il y a eu aussi pas mal de questions sur l'utilisation de la biomasse, par exemple, les granulés, le bois à bûche, etc. Quel est l'intérêt écologique et sur la priorité donnée ou pas à l'isolation. Un peu moins, mais il y en a aussi sur les questions de ventilation, etc. Donc ça ouvre la question de la production de chaleur, avec aussi des questions sur les habitudes, on va dire, de chauffage, la question de est-ce qu'il ne faudrait pas chauffer les individus plutôt que les espaces, donc aussi toutes les questions de sobriété, etc., dans la question de la production de la chaleur et de la manière de chauffer. Donc évidemment, il faut bien commencer quelque part. J'ai commencé par les pompes à chaleur parce que c'est une technologie qui est clé dans beaucoup de scénarios. Donc c'est un sujet dont je voulais parler depuis longtemps, qui est à mon avis un sujet. Alors ça c'est une question qui revient souvent quand j'essaie d'expliquer Bonjour à tous et ce bienvenue qui dans... m'a amené à traiter tel ou tel sujet, c'est qu'est-ce qui va avoir un impact. Donc sur la chaîne, il y a des traitements un peu de fond de certains sujets. Donc quand je vais parler d'entropie, quand je vais parler de est-ce que notre cerveau nous pousse à détruire l'environnement, il y a des questions un peu plus méta ou politiques ou de long terme sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis quand on arrive sur des questions comme la voiture électrique ou la pompe à chaleur ou pourquoi la voiture hydrogène c'est une impasse, là ça impacte directement des choix de consommation en fait. Les gens aujourd'hui en France peuvent déjà choisir d'acheter une pompe à chaleur à la place de leur chaudière fossile, ou déjà choisir d'acheter une voiture électrique à la place de leur voiture thermique. Donc là, si j'arrive à convaincre quelque part ou à montrer l'intérêt de certaines technologies, il peut y avoir des réductions d'émissions de CO2 derrière qui sont assez conséquentes. Et c'est une discussion aussi qu'on avait eue dans la vidéo sur l'impact du numérique, parce que je comparais un peu l'impact du streaming à la consommation, et en fait, dans les trois grosses consommations, on va dire, qui sont aux mains des citoyens, il y a la production de chaleur si c'est avec des ressources fossiles, il y a les transports si on utilise des véhicules fossiles et notamment des voitures thermiques, et puis il y a l'alimentation, donc là qui est un sujet qui n'a pas encore du tout été abordé sur la chaîne. Euh,
Et voilà. Bernard de la Vitrarière me demande si j'ai entendu parler des réfrigérants organiques qui remplacent R32, R22, etc. Oui, je crois que j'en parlais un peu. Je parlais notamment du propane, R290 de mémoire, du propane, mais n'hésite pas à mettre un lien, il n'y a pas de souci. Et Lithios nous dit que RTE dit qu'on risque d'être en surproduction électrique. Euh, et, et effectivement, on pourra parler un peu du rapport de RTE. Je vous l'ai mis quelque part par là parce que ça rentre dans le sujet de ce soir, donc j'en toucherai quelques mots. Kimari Ronso rebondit pour me demander si justement je compte discuter de l'alimentation dans le futur proche. Alors, c'est toujours compliqué la façon dont je hiérarchise les sujets et surtout la difficulté c'est que j'arrive à en traiter assez peu par an. Donc ça dépend de ce que j'ai envie de faire, ça dépend des gens avec qui je discute, qui me proposent des sujets. Euh, L'alimentation, ouais, ça serait intéressant de le faire. Je sais pas quand je le ferai, c'est pas exclu que je le fasse cette année. Avant ça, j'aimerais bien discuter un petit peu. Enfin, si je fais l'alimentation, j'aimerais bien faire une vidéo avant, qui serait une vidéo sur un peu qu'est-ce que la sobriété, les changements d'habitude de consommation, qu'est-ce qu'on peut en dire, et surtout comment les rapports scientifiques, et notamment les rapports du GIEC, parlent de ça. Parce qu'en fait, dans notre microcosme écologique français, on a souvent cette croyance que le GIEC ne parle pas de ces choses-là, que le groupe 3 est très technophile, etc. À cause d'un certain nombre d'acteurs, on ne va pas revenir là-dessus, mais du coup, si je rentre sur le chemin de la sobriété, j'aimerais bien commencer par là, commencer par dire, ok, au lieu d'écouter des gens qui racontent des choses un peu fausses, on va voir ce que disent les rapports scientifiques. Et effectivement, si je rentre sur le chemin de la sobriété, assez rapidement, j'arriverai sur la question de l'alimentation, parce que quand on parle d'évolution de la consommation, d'évolution des habitudes, c'est vraiment un des leviers les plus forts, les plus pertinents, surtout qu'il est pertinent aussi sur d'autres problèmes environnementaux, hein, notamment sur la biodiversité, et qu'il n'y a pas trop d'autres alternatives. Hein. Les alternatives technologiques de viande de synthèse, etc., sont encore assez loin. Et du coup, ça fait que faire évoluer sa consommation et notamment végétaliser son alimentation, ça fait partie vraiment des gestes les plus forts qu'on peut avoir quand on parle de sobriété. Donc c'est pas exclu que j'arrive sur ces sujets-là. En tout cas, je pense que c'est important aussi. Mais bon, là en lançant les pompes à chaleur, ça m'a ouvert plein d'autres sujets, plein de questions. Je vois qu'il y a pas mal de demandes dans les commentaires. Je vais discuter un peu de ça, de ce qu'on me demande de faire, et j'ai un peu proposé aussi d'aller sur ce sujet. Donc je sais pas combien de temps ça m'occupera, mais j'ai quand même l'impression que si je vais là-dessus, je suis sur un sujet où je peux avoir de l'impact, où derrière ça peut voilà, avoir des implications sur des choix de consommation, sur des choix d'investissement. Et on le voit un peu. On le voit un peu dans la vidéo quand je compare avec les chaudières au gaz. On pourra parler de la justesse de cet exercice, mais bon, ça donne un ordre de grandeur. Voilà, on passerait une soixantaine de tonnes sur du fuel, une quarantaine de tonnes sur du gaz, à quelque chose comme une dizaine de tonnes ou un peu moins. Donc voilà, si je peux induire des gestes à 30, 40, 50 tonnes d'émissions en moins, c'est quand même pas du tout négligeable, ce qui est pour moi un argument pour rester un peu sur ce sujet aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais parler de la diff entre le R90, R290 et R600A? Je répare des frigos avec du R600A, je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas utilisé dans les clims. Je connais pas assez tous les fluides, donc Shihiro, je sais pas te répondre autrement qu'en faisant une petite recherche internet, donc je sais pas si ça va aider. Euh, euh, je peux mettre cette question de côté. On verra si j'en parle un peu plus tard. Je vais juste la mettre de côté. Alors attendez, hop, 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 hop. Tomito, j'ai une chaudière gaz à condensation dans une maison RT 2012, donc plutôt bien isolé. Le transfert vers une PAC m'intéresse depuis longtemps, mais le coût de transition reste un vrai frein. C'est un vrai sujet en rénovation, je trouve. Ouais. Est-ce que pour rester dans le domaine de la chaleur, on pourrait avoir droit à une vidéo sur les SMR, AMR et leur utilisation pour la chaleur domestique? Donc, le nucléaire dans la production de chaleur, je suis en test sur un sujet lié, cette technologie, donc ça m'intéresse, merci. Alors, là pour l'instant, quand là pour l'instant vraiment là où j'ai l'impression que la communauté pousse, c'est plus
approfondir un peu ce sujet des pompes à chaleur, notamment la question de l'investissement économique, et puis il y a des questions connexes sur l'isolation. Voilà. Est-ce qu'il faut prioriser l'isolation? Dans quel cas c'est pertinent? Quel est le retour économique de l'isolation? Quel est le retour économique de la pompe à chaleur? Et pas mal de questions sur la biomasse aussi. Il y a pas mal de gens qui se posent la question de pompe à chaleur ou bois, etc. Et de manière assez surprenante, j'ai eu aussi pas mal de commentaires qui étaient intéressés par cette question des pompes à chaleur dans le collectif que j'ai un peu mis de côté. Donc il y a des gens dans les commentaires, dans ma communauté du coup, qui essayent dans du collectif de pousser les pompes à chaleur et qui ont des problèmes pour le faire et qui aimeraient bien comprendre si c'est possible ou pas et sous quelles conditions. Et en fait, ce collectif, ça ouvre sur un autre sujet qui est celui des réseaux de chaleur. Et donc peut-être qu'on pourrait amener les SMR de ce côté-là, parce qu'on n'aura jamais des SMR individuels. Donc il faut voir, est-ce que je vais vers les réseaux de chaleur, ça serait intéressant aussi. Et puis je vous cache pas que bon, il y a déjà des vidéos qui sont plus ou moins engagées. Donc la prochaine vidéo sur la chaîne, ça sera une petite vidéo sur la voiture électrique, histoire d'en mettre une couche, sur un format qu'on fait avec Mickaël de la biologie fait des vidéos. Donc ça sera vraiment la prochaine. Et c'est dans un contexte où il continue d'avoir beaucoup de désinformations sur la voiture électrique. Donc je pense que c'est utile d'en mettre une couche. Et c'est un sujet aussi qui avait été proposé par la communauté quand on avait fait la vidéo assez courte sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et après, là, je suis en train de travailler sur un sujet qu'on m'avait proposé il y a longtemps. On m'a fait un travail en amont, donc il faut vraiment, je ne peux pas laisser tomber ça. Je suis obligé de le faire. Et je pense que c'est un sujet intéressant, mais un peu plus de long terme sur le maritime international. Voilà, c'est quelle part des émissions, qu'est-ce qu'on a comme solution pour réduire ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça remet en cause la transition énergétique? Donc, normalement, les prochains sujets sur la chaîne, c'est une petite vidéo rapide sur la voiture électrique, un peu le maritime international. Et après, il faut voir ce que je fais sur la production de chaleur en fonction des retours que j'ai sur cette vidéo, de ce que je pense important, de trucs qui m'intéressent moi, parce que je commence à me poser des questions sur ce que j'ai fait chez moi, sur ma pompe à chaleur, sur l'isolation thermique extérieure, essayer d'évaluer ça. Et donc voilà, je peux rien vous promettre, si ce n'est que les prochaines, normalement, c'est une petite sur la voiture électrique qui m'a pas demandé trop de temps, et maritime international qui est intéressant, mais qui rentre un peu dans la même logique que les vidéos sur l'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique, hein, donc sur un peu plus discuter de la transition moyen-long terme. Alors, il y a une question de 76X1 sur le retour économique d'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière au gaz. À partir de combien d'années on est gagnant? Alors là-dessus, je peux vous renvoyer, il y a un petit bout, je le mentionnais, mais je peux renvoyer sur l'étude de l'ADEME. L'étude de l'ADEME, elle parle un peu de ça et j'en montrerai un passage. Et surtout, si vous allez voir l'étude de l'ADEME, c'est évidemment, si je creuse un peu plus les pompes à chaleur, il faudra que je passe beaucoup plus de temps sur cette question de l'économie. Parce que c'est pas trivial. Il va y avoir un coût d'investissement qui va être plus élevé, un coût d'utilisation normalement qui est plus faible, mais il y a des choses à prendre en compte, et notamment que la pompe à chaleur demande un entretien, la chaudière au gaz aussi demande un entretien. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous allez payer un peu plus cher votre abonnement à l'électricité, mais la logique, si vous sortez votre chaudière au gaz, c'est aussi de dégager le chauffe-eau au gaz ou la cuisinière au gaz, qui est la même aberration qu'une chaudière au gaz. Cuisiner au gaz, c'est une aberration. Et donc, vous économisez sur le fait que vous n'avez plus d'abonnement au réseau de gaz. Donc voilà, il y a des effets comme ça un peu compliqués. Et je me rends compte aux commentaires aussi qu'il y a des points qui me paraissaient plutôt consensuels qu'ils ne sont pas. Par exemple, il y a pas mal de personnes qui remettent en question la durée de vie des pompes à chaleur. Donc si je rentre dans un calcul économique, il faudrait que j'aille voir ça un peu plus près, en espérant qu'il y ait des statistiques, hein, parce que moi, je n'ai pas la science infuse, donc je peux travailler qu'à partir de données qui existent. Et donc, voilà, sur cette question de la durée de vie réelle des pompes à chaleur, de est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes, est-ce qu'il y a beaucoup de changements de cartes électroniques, etc. Il faut voir ce qui existe comme statistiques pour pouvoir pousser un peu plus loin. Et donc, je disais, ouais, l'étude de l'ADEME, c'est celle-là. Ils vont pas me laisser regarder le PDF, ouais, il faut que je mette mon courrier, etc. Donc 76X1, si tu veux une première bout de réponse, dans cette étude de l'ADEME, ils font des calculs économiques et ils montrent que c'est rentable dans beaucoup de cas, mais pas dans tous. Et tu vois un peu les hypothèses qu'ils prennent en termes de coût à l'installation, coût d'utilisation, avec les hypothèses sur le coût de l'électricité, etc. Et en plus, une des difficultés quand on fait ce calcul économique, c'est que ça dépend aussi du prix à venir de l'électricité et du gaz. Et sur les deux, il y a des incertitudes. Après, je vous dirais que politiquement,
si on est un tout petit peu sérieux sur le changement climatique, on doit s'attendre à avoir un prix du carbone qui va continuer d'augmenter, donc un prix du gaz qui devrait augmenter. On peut faire ce pari-là, et sur l'électricité, c'est plus compliqué. Altacis nous dit: bonjour Rodolphe, je n'ai pas encore pris le temps de regarder cette vidéo, je me demande si tu abordes certains modèles ou juste le principe indépendamment des performances, l'usure prématurée des roulements de ventilateurs faisant du bruit dans l'entourage mais souvent rétorqué à la technologie entière. Je me demande si c'est sûr ou présenté ou pas. C'est pareil, ouais, c'est un aspect pratique que j'ai plutôt repoussé pour une seconde vidéo, cette question du bruit. J'entends un peu tout et son contraire, et c'est assez intéressant de regarder les commentaires parce que vous avez des personnes qui ont de très bonnes expériences, des personnes qui ont de très mauvaises expériences, et des personnes qui bullshit juste. Et voilà. Mais avant de revenir là-dessus, donc le bruit, je l'aborde pas vraiment dans cette vidéo. Ça serait plus dans une seconde vidéo. Pour l'instant, c'est plutôt comment ça fonctionne, est-ce que c'est mieux pour le climat, et toute la question de la performance, des bonnes performances, et du fait qu'elles sont confirmées par le terrain. Et qu'il y a pas mal de bêtises quand même qui sont dites sur le fait que ça fonctionne mal dès qu'il fait froid, que ça fonctionne plus à -5, etc. Et en fait, je pense que il y a eu des subventions assez massives par phase sur les pompes à chaleur qui ont amené des personnes à profiter de ces subventions et à installer n'importe quoi. Donc une partie de ces idées reçues viennent de problèmes de terrain, qui ne sont pas des problèmes inhérents à la technologie, mais qui sont des problèmes d'installation, de réglage, d'arnaque. Et donc voilà, il y a une mauvaise réputation qui peut être liée à ces problèmes-là, qui ne sont pas indépassables. Il y a aussi une désinformation très claire, notamment de certains acteurs qui veulent garder leur rente pétro-gazière. Donc il y a vraiment des lobbies qui racontent n'importe quoi aussi là-dessus. Et d'ailleurs, Carbon Brief, donc meilleur média sur les questions de transition d'énergie, avait lutté un peu sur ce genre de choses dans un très bon article qui est ici pour ceux que ça intéresse, et qui revenait un peu sur de l'information qu'on pouvait entendre sur les pompes à chaleur. Et au Royaume-Uni, ils ont quand même l'air d'avoir une communauté qui est plus active que nous sur ces questions de pompes à chaleur, et notamment on pouvait regarder pour les gens qui maîtrisent l'anglais, qui aiment bien regarder les vidéos en anglais. HeatGeek, ils font un énorme travail sur les pompes à chaleur, c'est vraiment un truc de fou. Et ils en installent pas mal, et vous avez sur leur site, vous pouvez voir des pompes à chaleur avec un monitoring en temps réel. Et ils arrivent à construire pas mal de choses directement au Royaume-Uni, etc. Donc c'est vraiment un truc, je crois pas qu'il y ait d'équivalent en français, s'il y en a qui le connaissent. Mais quand on voit l'impact que peut avoir le chauffage sur les problèmes de changement climatique, de pollution de l'air, etc., ça donne envie de faire un clone français de HeatGeek. Et des fois, je me dis que si j'installais des pompes à chaleur, j'aurais peut-être plus d'impact qu'en faisant la chaîne. Mais aussi en faisant la chaîne, j'encourage des gens à aller vers ces technologies-là ou à réduire leur consommation, en tout cas à consommer moins de ressources fossiles. Il y a aussi un impact, donc c'est dur à calculer. En tout cas, HeatGeek, ils font vraiment du bon boulot. Donc avant de venir aux questions, avant de prendre les questions, je peux déjà vous chauffer un peu en regardant. Donc cette vidéo, elle est relativement longue, elle fait plus d'1 heure. Sur les 10 dernières vidéos, c'est la deuxième en perf. Elle est un peu devant les deux sur l'élimination du carbone atmosphérique, qui sont des vidéos qui ont quand même fait plus de 50 000 vues sur des technologies dont l'intérêt sera surtout sur la seconde moitié du siècle. Et elle est loin quand même devant la première vidéo, qui est celle de décryptage du Raptor, où j'avais un peu récupéré la communauté du Raptor, et comme les gens aiment bien le clash, ça avait fait beaucoup de vues. Donc globalement, c'est quand même une bonne réception. Il y a beaucoup de commentaires positifs. Ça, c'est vraiment cool. J'y ai passé du temps. C'est une vidéo que j'ai beaucoup travaillé, je dirais mai, juin, quelque part par là. Ensuite, je l'ai laissé relire pendant que j'étais en vacances en août. Et j'ai récupéré tout ça, j'ai filmé, il y a le temps du montage, etc. Surtout que Michael, il travaille qu'à mi-temps pour moi. Donc ça rajoute un peu de temps. Mais bon, je l'ai préparé, on va dire, fin du premier semestre. Hugo Sancho m'a aidé à faire un peu de travail en amont. Il m'a notamment identifié du contenu pertinent pour que je puisse aller plus loin. Différents rapports. Alors RTE, je suis un peu tombé dessus par hasard, mais typiquement HeatGeek, ce genre de choses. Et donc il m'a pas mal aidé là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre quand même, c'est les bêtises que j'ai faites.
Donc quand je fais des bêtises, j'essaye de vous les mettre là. Enfin, ça c'est vraiment une des grosses limites. On en parle souvent, enfin à chaque fois je le dis ici. Une des grosses limites de faire une vidéo comme ça. Bon, il y a plusieurs limites. La première, c'est que c'est extrêmement long ce que je fais. Moi, j'arrive à le faire parce que je suis financé par le financement participatif, par Tipeee, KissKissBankBank, etc. Ça va, j'arrive à vivre de ça. Euh, J'emploie un peu des gens à droite à gauche pour la miniature, pour le montage, etc. Donc on va dire qu'on est à peu près 1,5 à vivre de ça et ça me permet de faire des vidéos comme ça au temps long. Il faut quand même se rendre compte qu'en faisant quasiment que ça, je fais quelques vidéos par an. Hein. Je fais une vidéo tous les 2 mois, on va dire, et 80-90% de mon temps de travail, c'est de faire des vidéos. Donc c'est très long. Ça, c'est un des premiers problèmes de ce format vidéo. C'est long parce que je fais beaucoup de recherches, parce que je mets du temps à écrire, parce que je fais relire par des gens, parce que j'intègre ces retours. Et c'est long aussi parce que produire une vidéo, c'est long. Après, il faut l'animer, etc. C'est moins moi qui fais ça, mais ça demande quand même du temps de travail et donc un peu d'argent. Et un autre gros problème de ce format, c'est qu'on ne peut pas l'éditer aussi facilement qu'un texte. Bonjour Dead Flying Banana. Donc on ne peut pas l'éditer aussi facilement qu'un texte, et ce qui fait que quand il y a des bêtises, ce qui arrive, qu'on le veuille ou non, il en reste toujours un peu. Pas tout le temps, mais bon. On peut quand même s'attendre à ce qu'il reste des coquilles à droite à gauche. Ben, on peut pas trop les réparer, les modifier. Alors, petite bêtise mineure. À la fin, je parle de ce qui se passe dans les pays, je sais même plus comment les appeler maintenant, en Finlande, Suède. Ah, mon chapitrage est pété. C'est marrant que je vois pas le chapitrage. Vous l'avez le chapitrage quand vous regardez sur YouTube? C'est marrant parce que je l'ai là. Ok. C'est marrant que je l'ai pas sur la barre, mais c'est peut-être un bug. Pays nordiques, ouais, mais pays nordiques, normalement, je crois qu'il faut. Dans les pays nordiques, on peut inclure. Merci Dead Flying Banana pour ton abonnement. Dans les pays nordiques, on inclut aussi Danemark et Islande, je crois, j'ai regardé vite fait. Et donc là, je parle de Suède, Norvège, Finlande, et j'ai appelé ça les pays scandinaves. Et en fait, pays scandinaves, c'est Suède, Norvège, Danemark. Il n'y a pas la Finlande dedans. Et donc là, c'est une erreur de géographie, mais vraiment, je voulais parler de Norvège, Suède, Finlande, et dans ma tête, c'est la Scandinavie, et j'ai pas vérifié une seule seconde. Hein. Ça me paraissait couler de source, et donc, bah, si on doute pas de ce qu'on croit juste, on peut pas trop se corriger. On peut se faire corriger en commentaire. Hein. C'est un des avantages d'avoir une communauté assez grande. Bon, je fais pas des millions de vues, mais bon, 60 000 vues, c'est quand même pas trop mal. Là-dedans, il y a des gens qui seront plus experts que moi sur tous les sujets, et donc ce genre d'erreur vient assez vite. Une autre erreur qui n'a pas tellement d'influence sur la vidéo, mais qui m'attriste beaucoup, c'est une erreur sur... Alors attendez, je vais la trouver. Voilà, à cet endroit-là, je montre le COP maximum d'une pompe à chaleur. En mettant que c'est la température froide sur la différence de température. En fait, ça serait le coefficient maximum quand on veut faire du refroidissement. Si je voulais faire de la climatisation, voilà, ça serait ça l'efficacité max. Et en fait, pour du chauffage, là-haut, il faut prendre la température chaude. Voilà. En gros, j'ai pris des formules du thermo, je me suis planté de case, j'ai pris la mauvaise. Ça change rien parce qu'en fait le COP max du coup je le mets là, mais si on fait le calcul correctement, on trouve un COP max de 10 au lieu de 9, ça change rien à la vidéo, juste cette formule elle est fausse et ça me dégoûte un peu parce que j'aime bien être correct sur la science et notamment sur la thermo, parce que s'il y a bien un truc où tout le monde dit n'importe quoi, c'est la thermo. J'ai encore écouté il n'y a pas longtemps, malheur à moi, hein, mais j'ai écouté une interview de Pablo Servigne, et mon Dieu, la manière dont on utilise thermodynamique, c'est au-delà du pathétique et de l'erroné, quoi. C'est vraiment, il y a des gens qui utilisent ça comme, je sais pas, comme les vendeurs de granules utilisent quantique, quoi. Et donc, voilà, je préfère être correct sur la thermo, et là je me suis planté, et c'est un pincement au cœur. Mes relecteurs ne sont pas responsables, c'est vraiment dernier moment sur l'illustration, personne n'a relu ça, à part moi. Et donc voilà, c'est entièrement de ma faute. Et pareil, un problème qui est lié à l'illustration, donc qui n'a pas été relu et qui est pour le coup plus grave. Donc une erreur plus importante, parce que là franchement ça change rien. C'est plus une blessure à l'honneur qu'une erreur. Mais une blessure profonde à l'honneur. Est-ce que je vais vous trouver... Ah non, c'est plus loin. Non, c'est avant. Ouais, c'est avant.
Alors, comment je peux vous expliquer cette erreur? Donc, dans la vidéo sur les pompes à chaleur, il y a ce truc qui est très important, c'est que la performance, enfin le rendement, enfin plutôt un coefficient qu'un rendement, on m'a fait remarquer en commentaire, et à raison. Ça dépend comment on définit rendement, mais on va dire ce coefficient de performance, eh ben, il est plus grand quand la différence de température entre l'extérieur et la température à laquelle on chauffe le fluide, hein, pas la température de consigne à l'intérieur, mais vraiment la température à laquelle on chauffe le fluide, eh bien, ce coefficient de performance va dépendre de ces paramètres et va être d'autant plus grand que l'écart est faible entre la température extérieure et la température à laquelle on chauffe le fluide. Donc j'avais ces courbes-là, et ce qui m'embêtait sur cette représentation, c'est qu'il n'y avait pas les performances pour une PAC géothermique. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais rajouter une PAC géothermique. La PAC géothermique, j'ai bien compris le truc. Elle tire son énergie d'un milieu où la température reste relativement constante. Donc, elle va avoir une perf qui reste relativement constante. Et là, patatras. Alors, premier truc que j'aurais pas anticipé, c'est que suivant la manière dont on va récupérer les calories dans le sol ou dans la nappe phréatique, ce milieu n'est pas forcément constant. Si vous avez juste des tuyaux enterrés dans le jardin, en fait, ça va prendre des calories du sol et vous allez refroidir le sol. Et donc, en fin de saison, vous allez être plus froid qu'en début de saison. Ça reste quand même plus intéressant qu'être exposé directement à l'air. Mais il y a un effet qui est un effet de finalement diffusion de la chaleur dans le sol et vous allez prendre dans un stock que vous allez réduire petit à petit. Donc il y a un premier effet qui est que vous allez prendre ces calories-là. Ce n'est pas le cas si vous avez une grosse nappe phréatique et que vous prenez l'eau de la nappe par exemple, mais c'est le cas si vous avez des tuyaux dans le sol, notamment en surface, et un sol qui diffuse assez lentement la chaleur. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. J'aurais pu le rater, ça change pas de ouf. Par contre, là où l'erreur est quand même moins excusable, c'est que là je vois bien que... Enfin comment dire, ce que j'explique dans la vidéo, c'est que au fur et à mesure qu'il se refroidit dehors, si vous avez une PAC air-eau par exemple, si dehors il se refroidit, bah vous allez avoir plus de pertes de votre habitation vers l'extérieur, donc vous allez devoir amener plus de chaleur, et vous le faites avec une surface des émetteurs qui est constant, et donc vous allez devoir monter en température l'eau qui arrive dans ces émetteurs. Et si vous montez en température, vous perdez un peu en COP. Et donc, là, en fait, cet effet-là, de loi d'eau finalement, du fait que quand il fait plus froid dehors, il faut chauffer plus. Voyez, quand il fait plus froid dehors, faut chauffer plus. Même si vous prenez d'un sol qui est toujours à la même température, faut chauffer plus. Bah, là, vous augmentez l'écart et vous réduisez le COP. Et donc, en fait, là, c'est pas une droite comme ça, c'est quelque chose qui descend moins fort que pour une PAC RO. On va dire que ça descend et ça arrive quelque part entre 3 et 3,5. Et donc, ça, c'est une erreur vraiment que j'aurais pas dû faire, qui est liée au fait que je sais pas, j'ai pas intégré ma compréhension. Là, je me suis dit, il n'y a pas les packs géothermiques. Je vais rajouter 3 lignes dessus pour donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà, une idée un peu indicative. J'ai fait ça rapidement, j'ai fait ça après les relectures parce que je trouvais ça dommage de ne pas avoir de visuel et je l'ai mal fait. Il n'y a pas vraiment d'autres explications. Et donc, dans ce cas-là, voilà, j'essaie de le mettre dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Les outils de YouTube aujourd'hui ne me permettent pas de faire mieux. Je peux ajouter... Bah non, parce que les sous-titres, c'est juste un champ de texte et en plus c'est synchronisé avec la parole, donc ça ferait très bizarre et tout le monde ne les voit pas. Et avant, on pouvait rajouter un texte à l'écran il y a longtemps, hein, quand j'ai commencé il y a 10 ans. Et en fait, ça, on peut plus le faire. On peut plus le faire. Après, ça change pas radicalement la vidéo. Là. Une PAC géothermique, ce que je dis, c'est que ça reste mieux, notamment quand dehors il fait très froid, c'est vrai, même si le pack il reste pas identique à 4 et qui descend à 3 ou 3,5. C'est plus dommage dans le sens où ça reflète que j'ai fait une erreur dans ma compréhension de la physique derrière. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment d'outils stylés. Le seul outil stylé qui existe sur YouTube, c'est que a posteriori, on peut couper des bouts. Voilà, mais est-ce que c'est une erreur suffisamment grave pour que je coupe le bout? J'ai pas l'impression. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est couper le bout là. Et si on arrive à le faire entre deux trous, ça le fait un peu plus proprement. Donc tout ce qu'on peut faire, vraiment, c'est de casser et de retirer un bout. Alors attendez, du coup j'ai beaucoup parlé. Pas de chapitrage chez moi. Ça c'est bizarre, parce qu'en plus, il me reconnaît les timecodes. Putain. Pardon. Mince alors, saperlipopette, je ne sais pas qu'en penser. La Finlande n'est pas un pays scandinave, pas du tout le même peuple et pas la même langue, nous dit Jakara2. Effectivement, donc c'est une erreur de ma part, je l'ai signalé ici. Pareil, c'est une erreur qui montre mon profond manque de culture géographique et
et historique, mais ça n'a pas une grande importance sur ce que je dis dans la vidéo sur les pompes à chaleur. Lines on Square, pardon. C'est les commentaires qui ont noté cette erreur ou c'est toi après coup? Non, c'est les commentaires. C'est les commentaires. Et puis, quand j'ai un commentaire qui me dit, en fait, la PAC géothermique, elle n'a pas cette forme-là parce qu'il y a toujours une loi d'eau, l'erreur, elle me paraît évidente. Il n'y a pas de discussion avec les commentaires. Ou quand on me dit, la Finlande, c'est pas un pays scandinave, je fais oh merde, je vérifie et ok, la Finlande c'est pas un pays scandinave. Voilà, c'est ou quand on me dit tu t'es trompé de formule. Mais en plus le plus marrant c'est que il y a des commentaires de climato-sceptiques, il y a des commentaires qui m'insultent, il y a des commentaires de personnes qui disent c'est pas vrai, les pompes à chaleur c'est de la merde, ça a pas ses performances, t'es payé par EDF. Et les commentaires qui voient de vraies erreurs, souvent sont des commentaires hyper sympas. C'est des commentaires du type la vidéo est très bien, je travaille dans le domaine, pas grand chose à redire, sauf à tel moment, la PAC géothermique n'a pas cette forme-là parce que blablabla. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et donc c'est bien parce que YouTube permet finalement une revue a posteriori qui peut être utile à ceux qui verront ce message. Et s'il y avait des erreurs très graves, j'aurais retiré la vidéo ou j'aurais essayé de le signaler autrement. Aujourd'hui, s'il y a une erreur grave, à part retirer la vidéo et éventuellement la refaire et virer cette erreur, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Et ça demanderait du temps, évidemment, donc c'est un calcul à faire, mais pas de chapitrage. Faudrait que je regarde. Je vais déjà regarder rapidement s'il y a encore du chapitrage sur les autres vidéos. Est-ce que c'est une question de formatage? La précédente. Ok. Il y a du chapitrage sur la vidéo d'avant et j'ai l'impression d'avoir exactement le même... Ah non. Il y a un 0 de moins. Ouais, mais c'est parce que celle-là, elle va jusqu'à l'heure. C'est très étrange. C'est très étrange, cette histoire de chapitrage. En tout cas, voilà. Petite correction sur certains points. Dans les deux cas, j'étais un peu déçu par moi-même parce que c'est des choses sur lesquelles j'aurais aimé ne pas me tromper. Mais je suis un peu dur avec moi-même aussi. Il faut que j'apprenne à être plus sympa. Donc voilà, une vidéo qui a fait quand même pas mal de vues, commentaires plutôt positifs, des commentaires sur les pompes à chaleur qui sont assez diverses, hein, c'est étonnant. Notamment, il y a des exemples de personnes qui ont des pompes à chaleur qui ne fonctionnent pas, qui ont que des emmerdes, qui consomment beaucoup. Alors, je dis des exemples, il y a peut-être 2, 3, 4 commentaires, il n'y en a pas non plus énormément. Et puis il y a des personnes à l'inverse qui vont dire moi j'ai une des premières pompes à chaleur, une pompe à chaleur géothermique installée il y a 40 ans, j'ai eu besoin de changer quelques petits trucs mais il n'y a pas d'électronique dedans, c'est très fiable, elle a un COP de 4 depuis 40 ans. Il y a une personne aussi qui a dit en commentaire qui a fait rénovation globale, donc isolation plus pompe à chaleur, et qui est passé de 2300 litres de fuel consommé, chaudière au fuel. Donc 2300 litres, vous prenez à peu près 10 kWh par litre de fuel, donc ça veut dire qu'il avait 23 000 kWh de consommation de combustible fuel pour son chauffage, et il est passé de ça à 3200 kWh d'électricité pour la pompe à chaleur, donc une division par 7 de l'énergie finale. Alors vous savez, je triche un peu ici parce que je compare d'un côté de l'énergie potentielle chimique, quoi, de la chaleur dégagée par la combustion, avec de l'électricité qui est un travail donc, qui est d'une qualité énergétique bien supérieure, mais quand même, il y a ce type d'évolution qui est très intéressante. Et je vous l'ai dit, il y a des sujets qui me demandent de creuser la question de la climatisation. Ça, je ne m'y attendais pas, mais il y a beaucoup de questions, notamment suite à la controverse de CT. Est-ce que climatiser, c'est très grave d'un point de vue écologique? Est-ce que ça augmente beaucoup la chaleur dans les villes? Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ces controverses cet été, mais il y a
il y a eu un peu de fight autour de ça, un peu de vindicte. Si je travaille là-dessus, ça serait pas mal que je le fasse maintenant. Comme ça, je respecterai la stratégie de la chaîne de ne pas faire trop de putaclic si je sors une vidéo sur la climatisation en janvier-février. Ça sera original, mais ça permettrait peut-être aussi de la sortir dans une période où il y a moins d'affect autour pour essayer de faire avancer un peu les choses. Donc climatisation, la question de l'isolation, est-ce qu'il faut prioriser l'isolation ou pas, la question de la biomasse, voilà, quel est l'impact carbone de la biomasse, qui est une question compliquée parce que y a des questions de cycle du carbone derrière et de comment on prend ça en compte. Plus de demandes sur le collectif que j'avais anticipé. J'ai essayé de centrer sur les maisons parce que j'ai l'impression que c'est là qu'il y a des personnes qui me regardent, qui peuvent avoir un impact et tout. Et en fait, je vois qu'il y a des gens dans le collectif qui essayent de faire bouger les choses et qui se retrouvent un peu démunis. Et donc peut-être que je peux essayer de leur amener des billes pour les aider à aller vers des solutions plus bas carbone. Et donc si je vais vers le collectif, ça amènera sur les réseaux de chaleur, des questions aussi sur des choses dont j'ai pas trop parlé, notamment des pompes à chaleur sur des systèmes de ventilation à double flux, donc qui récupèrent les calories de l'air évacué, l'air vicié on va dire évacué de la maison. Et il y a des choses aussi dont j'ai pas parlé sur les pompes à chaleur, notamment la possibilité d'avoir des bouches qui émettent de l'air chaud plutôt que des splits. Et sur les pompes à chaleur, il y a eu beaucoup de questions, notamment, on les a déjà eu dans le chat là, mais sur la question du coût qui est difficile, la question du bruit, la question liée au coût qui est celle de est-ce que les installateurs s'en mettent plein à la poche, et derrière il y a toute une question de est-ce qu'on peut faire ça soi-même ou pas. Parce qu'il y a la question du fluide qui oblige à faire appel à des installateurs, mais il y a aussi des systèmes préchargés qui existent, où vous avez plus ou moins le droit de le faire. Et il y a aussi des systèmes qu'on appelle monoblocs, où en fait le fluide est dans une PAC, et dans la pompe à chaleur est complètement bloqué, et vous reliez juste à un circuit secondaire qui ne contient pas de fluide frigorifique, donc ça vous pouvez l'installer vous-même. Et en fait, quand vous passez d'une solution installée par un professionnel à une solution que vous installez vous-même, vous passez de, je vais dire un truc à moitié au hasard, d'une solution à 10 000 euros à une solution à 1 000 euros. Donc le calcul économique n'est plus du tout le même, et donc ça pose des questions de ce côté-là aussi. Et puis un truc qui se pose également, c'est la question de l'hybridation, notamment quand le coût économique à l'installation est trop élevé. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un a une chaudière au gaz, ça coûte très cher de la remplacer par une pompe à chaleur RO, il ne peut pas se le permettre. Bah, mettons qu'il installe lui-même une petite pompe à chaleur RR, parce qu'en plus il a besoin de faire un peu de climatisation l'été. On verra dans la prochaine vidéo est-ce que c'est grave ou pas. Il a besoin de faire un peu de climatisation l'été. Et bien cette pompe à chaleur RR, en fait, il peut l'utiliser en chauffage, avec une puissance limitée, parce que c'est un petit truc, pour consommer moins de gaz pendant un certain temps. Et donc, si je vais sur la question économique, je me poserai la question de ça. Voilà. Est-ce que c'est rentable quand on fait installer à des prix qui peuvent être quand même assez élevés, avec un coût d'entretien qui peut être quand même assez élevé. Ce que montre l'ADEME, c'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, c'est déjà rentable de faire ça. Et quand c'est pas possible, est-ce qu'on peut hybrider ou pas, avec une entrée aussi sur ce sujet qui va être de plus en plus, notamment dans la partie sud de la France, la question de la climatisation, faut pas se leurrer. Et donc voilà, des questions sur le coût, sur le bruit, sur les installateurs, sur le fait d'installer soi-même, sur le fait de... En fait, les machines, ces pompes à chaleur... Alors, avant ce point, je vais prendre quelques questions. Vous voyez qu'une PAC parce que ce point va m'emmener assez loin. Pourquoi il n'y a pas le même argument l'hiver, les pompes à chaleur refroidissent l'extérieur, donc la différence de température intérieure-extérieure est plus élevée, donc il faut consommer plus. En fait, il n'y a pas ce point l'hiver parce que les gens souffrent moins du froid à l'extérieur, je pense, ou parce que... Non. En fait, il y a quand même une raison qui est moins ce point l'hiver. Déjà, il faut se rendre compte que l'effet des pompes à chaleur, donc effectivement, une pompe à chaleur en mode chauffage, elle va prendre de l'énergie thermique dehors, elle va l'amener à l'intérieur, donc on va refroidir un peu dehors pour chauffer l'intérieur. Mais il faut se rendre compte qu'un bâtiment, cette chaleur, il n'y a pas de la stocker pour toujours, sinon on n'aurait pas besoin de le chauffer, donc il va la perdre en continu, il perd l'énergie thermique vers l'extérieur. Donc en fait, tout ce que vous faites, c'est de la prendre un peu à un moment pour la rentrer à l'intérieur, elle ressort. Donc l'effet que vous avez sur la température extérieure est quasiment nul. Sauf que pour faire ça, vous consommez l'électricité, donc vous amenez localement l'énergie thermique. Donc en fait, sur un temps moyen long, ce que vous faites quand vous chauffez avec une pompe à chaleur, c'est que vous prenez un peu dehors, ça retourne dehors. Par contre, ce qui retourne aussi dehors, c'est l'électricité que vous avez utilisée pour faire fonctionner la pompe à chaleur, qui a fini sous forme de chaleur. Donc en fait, si vous excluez le petit début, le petit lag au début, ce que vous faites
en utilisant une pompe à chaleur, c'est juste de réchauffer un peu l'extérieur en utilisant l'électricité. Mais moins que si vous avez utilisé une chaudière au gaz ou des radiateurs résistifs. Donc si vraiment ça avait un effet au niveau d'une ville, ça serait plutôt de réchauffer un peu la ville. Mais de la réchauffer moins qu'avec des radiateurs électriques ou des chaudières au gaz ou des chaudières au fioul. Donc la question dans ce cas-là, ça serait plutôt si on passe les chaudières actuelles aux pompes à chaleur, est-ce qu'on diminue l'augmentation de température liée au chauffage dans les villes? Par contre, quand vous êtes en mode climatisation, vous prenez la chaleur à l'intérieur, vous l'achetez dehors. Alors ça, on va dire que sur le temps moyen long, c'est nul, parce que s'il fait chaud à l'intérieur, que l'extérieur se refroidit, la chaleur intérieure, elle va ressortir, donc on accélère que ce process. Par contre, vous consommez l'électricité, donc vous produisez un peu de chaleur en plus que vous rejetez aussi dehors. Donc c'est pour ça qu'il y a cette question d'îlot de chaleur. Après, quand on fera la partie, je ne vais pas trop m'engager, si je fais une partie sur la climatisation, on verra que ces choses-là, on peut les calculer et c'est des effets qui sont faibles. Voilà, un peu spoiler, mais on verra si c'est ce que je trouve en creusant plus, mais des recherches superficielles arrivent quand même à ce type de résultats. Sieur Fripon nous dit bonjour, je passe rapidement pour dire bravo pour la vidéo, elle était super, aussi je serai giga client pour une partie 2 qui serait je pense d'utilité publique. Merci Sieur Fripon, et du coup tu peux nous dire ce que tu voudrais voir dans cette partie 2, ça m'aidera un peu à choisir comment je priorise la suite. Aga SDLT, salut. Salut du coup. Rare Unity, quand est prévue la prochaine vidéo? Bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je travaille sur une autre vidéo, sur du transport maritime, mais je continue. Et en parallèle, je travaille un peu sur les pompes à chaleur. Après, le problème, c'est que là, je vais devoir choisir des sujets. Ensuite, je vais devoir écrire un script. Ensuite, je vais devoir le faire relire par des personnes. Ensuite, j'intègre ces relectures. Ensuite, je filme. Ensuite, je monte. Donc, en fait, si je suis très très bon, une deuxième vidéo, ça serait pour février. C'est ce genre de délai. Ça ne veut pas dire que je fais rien entre. Quand la vidéo est au montage, je travaille sur la suivante à l'écriture. Donc voilà, si je retravaille sur les pompes à chaleur, ça va sortir plutôt début printemps. Et si je fais plusieurs vidéos, typiquement une sur la climatisation, si ce sujet m'amène à creuser les pompes à chaleur, et puis après à discuter aussi de la biomasse, et après à discuter aussi de l'isolation, je ne sais pas encore dans quel ordre, j'ai de quoi m'occuper pendant une demi-année, mais c'est très bien, c'est des sujets qui sont nécessaires, qui sont importants, ça permet de continuer à en discuter, ça permet d'augmenter ma compréhension sur les liens entre ces sujets. John Zoidberg. Ah oui, et Rare Unity, effectivement, tu as bien compris ce que j'ai expliqué sur le fonctionnement des pompes à chaleur et de la climatisation. John Zoidberg, bonsoir. Pompe à chaleur de 2008, RO avec chaudière au fuel. Elle est hors service au bout de 16 ans. La chaudière au fuel peut encore tourner 10 ans. Pour avoir les aides, il faut aussi changer la chaudière au fuel et ça coûte 23 000 € avec moins de 10 000 € d'aide, donc 13 000 € de notre poche. Donc là, tu avais une pompe à chaleur RO qui a duré 16 ans. Sachant que la durée de vie que j'avais pris dans ma vidéo, c'était 17 ans, donc ça ne me paraît pas aberrant. Après, je ne sais pas à quel point tu avais une idée de son fonctionnement, et notamment de est-ce qu'elle faisait des cycles courts, des cycles... Enfin, en fait, ce qui va se passer... Les pompes à chaleur, c'est complexe. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, c'est complexe. C'est beaucoup plus complexe qu'un poêle ou une cheminée ou même une chaudière fossile. Alors, une chaudière fossile, il y a un peu de complexité, notamment, il faut qu'elle soit assez haute en température pour éviter les problèmes de corrosion, etc. C'est pas trivial, mais une pompe à chaleur, c'est plus complexe que ça. Et il y a des problèmes qu'on n'a pas avec les systèmes fossiles ou moins, c'est notamment des questions de dimensionnement. En fait, si votre pompe à chaleur est sous-dimensionnée, vous avez un problème, c'est que vous ne chauffez pas assez. Et si elle est surdimensionnée, vous avez un problème, c'est qu'elle va faire des cycles courts. Et ça va fatiguer le compresseur parce que vous allez avoir souvent des changements de régime. Et là, vous pouvez avoir une durée de vie qui est un peu dégradée dans le temps. Et donc, je ne sais pas si tu avais des données sur la manière dont elle fonctionnait en termes de cycle et sur son COP pendant le fonctionnement. Elle a été sous-dimensionnée, donc c'est pour ça que tu avais encore une chaudière au fioul. Sous-dimensionnée, donc elle a bien tiré, mais il n'y avait pas de problème de cycle court. 16 ans, ok, j'aurais aimé un peu plus, mais bon, c'est pas si loin de l'espérance de vie un peu, que j'ai pris dans la vidéo.
Donc t'es un peu en dessous. Et après, donc pour l'installation d'une pompe à chaleur RO de bonne puissance, là du coup, je sais pas si tu as une idée de la puissance, t'en as pour 23 000 euros. Ok, ça me paraît relativement haut, mais je connais moins les RO. Et après, en fait, ce qu'il faudrait calculer, donc s'il faudrait calculer dans ce cas-là sur la rentabilité, ce serait de prendre en compte ce coût à l'installation, le coût de l'entretien. Je pense que déjà sur ta pompe à chaleur RO précédente, ah oui, 2008, ouais, c'est possible. Ouais, tu dis, c'était les premières, donc pas autant au point que maintenant, c'est possible. C'est vrai que moi, l'espérance de vie, je l'ai pris sur des machines qu'on installe, enfin, c'est des estimations sur les machines qu'on installe actuellement. Donc ouais, si tu veux te faire une idée du coût, faut prendre en compte cette installation, faut prendre en compte l'entretien. Je pense que tu avais déjà un entretien. Je crois qu'il est obligatoire tous les 2 ans au-dessus d'une certaine puissance, mais par exemple dans mon cas, il est exigé tous les ans si je veux garder la garantie. Donc c'est un coût qui n'est pas négligeable cet entretien. Et après, il faut que tu arrives à avoir une estimation de l'utilisation avec un prix d'électricité, VS ce qu'il y a en face. 23 000 euros, c'est énorme, mais c'est pour 600 mètres carrés. Donc, en fait, ça dépend de la puissance. On ne peut pas vraiment savoir si c'est beaucoup ou pas. Enfin, il faudrait l'avoir par puissance. Et il faut voir aussi si le circuit d'eau est changé ou pas. Donc voilà, moi je ne suis pas installateur, donc je ne peux pas vraiment vous critiquer, lire des devis. Je peux vous dire un peu la théorie, comment on pourrait calculer ça. Et c'est ce que j'essaierai de faire si je fais une vidéo sur le coût économique. C'est regarder, voilà, en théorie, on regarde le coût d'installation, on regarde le coût d'exploitation, on regarde les coûts d'entretien, on regarde le fuel de côté, il faut l'acheminer, faut le payer assez cher. Et puis après, on peut aussi s'amuser. Voilà, ce que je peux m'amuser à faire, moi, c'est de quoi dépense ce coût-là. Et de faire des paris un peu sur l'évolution du fuel, sur l'évolution de l'électricité. On pourrait regarder quel est le retour sur investissement suivant différents prix du carbone ou ce genre de choses. Ça serait possible dans une vidéo. Après, ça ne vous dira pas dans votre cas particulier si c'est rentable ou pas, mais au moins comment calculer, comment réfléchir à ça et peut-être avoir quelques sortes de grandeur. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Et je ne pourrais pas analyser la situation de tous les gens de mon public. Ça serait amusant, mais un peu au-delà de ce que je sais faire, de réussir à faire un petit simulateur ou un petit quelque chose qui vous guide. C'est pas inenvisageable, mais c'est assez loin. C'est des trucs sur lesquels il me faudrait un coup de main. Mais voilà, se dire, je suis dans telle situation, je consomme tant pour mon chauffage, qui est telle chose, j'ai telle isolation, qu'est-ce qui est envisageable ? Après, je ne peux pas vraiment m'engager à vous donner la meilleure réponse. Je peux essayer de vous donner des billes pour que vous soyez capable de juger ce qu'on vous présente ou d'explorer certaines pistes. 2000 délec pour le chauffage par an avec en plus le fuel qui continue de fonctionner à côté. Pour les assurances habitation, est-ce que ça change quelque chose ? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je peux me le noter à regarder dans les questions de coût économique. J'ai même pas pensé à ça. Ok. Et Jacara 2 dit, j'ai fait des savants calculs, ça fait une rentabilité sur 15 ans. C'est élevé. Mais dans le calcul économique, il faut voir aussi la différence de prix à la vente de votre bien immobilier. C'est vrai que c'est une valeur supplémentaire. Mais 15 ans, ça veut dire qu'il faut être certain sur la durée de vie, quoi. Le fuel, il n'y avait pas grand-chose, ça a tourné en appoint, donc à peu près 500 euros par an. Ok, donc elle n'était pas si sous-dimensionnée que ça, si l'appoint n'était pas si gros. C'est intéressant, franchement c'est intéressant, j'aimerais bien me pencher un peu sur des cas particuliers si je me lance dans ces calculs-là. En plus c'est des trucs que j'aime bien faire, réfléchir à ça. C'est des choses que j'aime bien faire de réfléchir à ça. Et donc voilà, il y a ce problème de la complexité, il y a des problèmes aussi de... Moi par exemple, j'ai fait installer une pompe à chaleur RR quand j'ai tout rénové, j'ai pas beaucoup réfléchi à cette rentabilité parce que je le fais aussi par conviction écologique. Donc si ça me coûte un petit peu, c'est pas un gros problème. Enfin c'est un critère, mais c'est pas le seul critère décisionnel parce que je pouvais me permettre de me payer une pompe à chaleur RR. Et donc j'ai une pompe à chaleur RR.
Un des problèmes que j'ai chez moi, c'est que je l'ai installé et j'ai fait les travaux d'isolation, etc. La même année que j'ai eu un gros changement qui est la naissance de ma fille. Et du coup, je peux difficilement comparer avant-après parce que je me retrouve à chauffer un peu plus quand même avec un bébé en bas âge, à chauffer une pièce en plus. Le mercredi, elle est gardée à la maison, donc je me retrouve à chauffer le mercredi où je chauffais pas avant. Et il y a un peu plus de voitures électriques, il y a un peu plus de machines à laver. Donc il y a eu des évolutions d'habitude qui rendent difficile la comparaison d'une année sur l'autre. Malgré cette augmentation certaine de mon utilisation, j'ai une réduction de ma consommation d'électricité, mais je ne pourrais pas évaluer directement un facteur sur le chauffage. Et donc ça, c'est un peu embêtant pour moi. Et le problème que j'ai là avec ma pompe à chaleur RR, c'est que en fait, avec les applications de base, etc., même si c'est un produit plutôt haut de gamme, en fait, j'ai pas accès à un coefficient de performance. Et sur des pompes à chaleur RR, c'est très dur à mesurer en fait. Sur les pompes à chaleur RO, j'ai évoqué l'étude de l'ADEME et donc c'est possible de le faire. Et il y a même des pompes à chaleur RO qui vous le donnent directement, qui vous donnent le COP pour le chauffage de l'eau sanitaire et pour le chauffage. Sur une pompe à chaleur RR, bah, vous n'avez pas cette information, ce qui est un petit peu pénible. Alors le collègue, le vidéaste Objectif Zéro Carbone, il a fait une vidéo où lui, il calcule un COP à un moment donné de sa pompe à chaleur RR et il montre qu'il reste bon même en hiver, mais voilà, il faut faire des mesures de température et de flux d'air et vous avez une approximation à un moment donné et c'est assez dur d'avoir ça au fil du temps. Donc là, je suis dans une démarche ça me fait me poser des questions quand même, cette vidéo sur les pompes à chaleur, et j'aimerais bien calculer ça chez moi et jouer un peu sur la mienne, et je me rends compte que la mienne est probablement surdimensionnée. On pourra en discuter. Donc c'est possible que je fasse un peu des vidéos là-dessus. Et c'est dommage, hein, mais quand j'ai fait ces travaux chez moi, bah, j'ai pas pris le temps de creuser autant que je le fais pour mes vidéos parce que j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je fasse des vidéos. Et j'aurais peut-être dû les faire un peu plus tard, une fois que j'avais fait les vidéos sur les pompes à chaleur et sur l'isolation. Donc au moins sur les pompes à chaleur RR, je peux faire des mesures chez moi, je peux tester des trucs, je pourrais voir vraiment si la performance théorique, on est loin, on est très loin, on est plutôt proche. Et donc je vais essayer de faire ça au mieux. Et peut-être que je pourrais faire aussi une vidéo là-dessus, parce que cette question du dimensionnement, elle est assez importante et elle peut expliquer aussi pourquoi il y a des mauvaises performances. Parce qu'en fait, si vous avez une pompe à chaleur qui est sous-dimensionnée, vous allez tirer beaucoup dessus et elle ne va pas assez vous chauffer. Et là, vous aurez les discours des pompes à chaleur, ça ne sert à rien, ça fonctionne mal, etc. Et si vous avez une pompe à chaleur qui est surdimensionnée, en fait, elle va fonctionner en faisant des cycles courts, elle va avoir un coefficient de performance qui est dégradé et elle va se fatiguer et potentiellement avoir des pannes. Et là, vous avez des discours de ma pompe à chaleur a claqué au bout de, je sais pas, 8-10 ans et elle consommait plus d'électricité qu'on m'avait promis, etc. etc. Donc voilà, je vais faire un peu des tests chez moi. J'aurais été le cobaye finalement, une partie du cobaye, et peut-être que j'aurai des retours aussi de personnes qui sont dans des situations similaires. Alors je vais prendre un peu les commentaires. Jakara nous dit, sur sa rentabilité de 15 ans, il a une confiance moyenne de son savant calcul. Ma consommation de gaz a baissé de 29% sans travaux ni rien de ce genre d'une année sur l'autre. Ah oui, pardon, il répond sur le fait que les hivers sont de moins en moins froids. Shadow Wolf FR nous dit, ce serait bien aussi de voir la différence de coût entre une install faite à la construction ou en rénovation, et voir aussi la différence de coût entre une grosse pompe à chaleur pour immeuble ou de multiples pompes à chaleur pour appartement. Intéressant. Effectivement. Screwio nous dit, pompe à chaleur RR chez moi dans une vieille maison isolée, je me pose la question et je trouve tout et son contraire. Mieux vaut-il chauffer en continu ou seulement quand on est dans les pièces? Alors ça, c'est une bonne question qui va demander un peu de temps pour répondre. En fait, il y a une vidéo d'ailleurs sur HeatGeek là-dessus. Ça serait un sujet. Dans les sujets d'approfondissement, il y aurait aussi une question de comment faire pour utiliser au mieux son chauffage. Et ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du mode de chauffage. Ça dépend de ce que vous voulez comme confort, à quel point vous voulez toujours que la température soit constante, à quel point vous voulez que quand vous rentriez, il fasse chaud. Et ça dépend aussi de l'inertie de la maison.
En théorie, il faut déjà savoir quelque chose, c'est que vos pertes sont d'autant plus grandes que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est élevée. Donc en fait, descendre en température quand vous n'êtes pas là, ça a un intérêt, c'est que vous réduisez les pertes et donc vous réduisez la puissance nécessaire pour monter en température la maison. Et après, ça dépend beaucoup de votre moyen de chauffage, parce qu'il peut y avoir des moyens de chauffage avec une très grande inertie. Si vous prenez un plancher chauffant avec une pompe à chaleur RO, avec une chaudière fossile d'ailleurs, un plancher chauffant, il y a quand même pas mal de matière là-dedans, donc en fait, il va mettre pas mal de temps à monter en température. C'est un système qui a beaucoup d'inertie, donc vous ne pouvez pas vous amuser à varier très rapidement les choses. Par contre, l'inverse, vraiment l'opposé, c'est une pompe à chaleur RR qui est un système très réactif, parce qu'il chauffe d'abord l'air qui ensuite va chauffer tout le reste, hein, mais il chauffe d'abord l'air, donc en fait ça vous donne très vite une sensation de chaleur. Et ça veut dire que si vous avez une pompe à chaleur RR et que vous allez utiliser assez peu une pièce, vous allez y passer quelques heures, en fait vous chauffez juste avant, ou même juste quand vous arrivez, en un quart d'heure, 20 minutes, vous aurez une sensation de chaleur, vous arrêtez en partant. Et là, clairement, vous faites des économies. Et après, dans le cas de la pompe à chaleur, il y a cette situation de si vous chauffez qu'à un moment donné, elle va devoir chauffer assez haut, donc monter assez haut en température, donc on aura un COP un peu moins bon, donc c'est dégradé de ce côté-là, mais sur un fonctionnement qui est plus court. Donc vous voyez que c'est pas évident à calculer. Et puis l'autre chose à voir aussi, c'est la pompe à chaleur. Si vous voulez qu'elle dure longtemps, c'est mieux qu'elle ait un fonctionnement un peu en base, donc pas s'arrêter toutes les 10 minutes, quoi. Et donc là-dessus, ça dépend de votre besoin de chaleur et du dimensionnement de la pompe à chaleur. Bon, vous voyez, c'est le bordel. C'est le bordel, il n'y a pas de réponse parfaite, mais si je fais une vidéo là-dessus, clairement, il y a des différences entre les différents modes de chauffage. Il y a des différences assez importantes. Une pompe à chaleur RO avec des systèmes à grande inertie, vous avez intérêt à ne pas la laisser retomber à zéro parce que vous mettez longtemps à monter en température. Après, si vous êtes tolérant à ça, faire redescendre la consigne quand vous êtes par là, ça permet quand même de faire des économies d'un point de vue physique, quoi. Donc là aussi, ça serait intéressant d'avoir, je sais pas, un petit diagramme qui donne une réponse à peu près sensée suivant les différents paramètres. Jacara 2 et surtout avoir une progéniture sans avoir fait tous les calculs, c'est nul. C'est une blague sur le fait que ma fille est née, je pense. Ma fille est née d'ailleurs. Shadow Wolf FR, j'ai pas de pack chez moi vu que je suis en studio, mais les bâtiments que l'on fait dans notre entreprise, c'est soit de la pompe à chaleur, soit du réseau urbain. Bah c'est très bien, je suis fier de vous. Carrie, bonsoir, c'est un peu hors sujet, mais as-tu repéré les positionnements de l'ADEME avec lesquels tu es en désaccord? Es-tu d'accord avec la promotion du bois énergie malgré les problèmes que cela peut engendrer en termes de biodiversité? Alors biomasse, je ne me suis pas encore penché dessus. Vous voyez sur la chaîne qu'on est quand même très team électrification, quoi. Et je pense que je suis plus pompe à chaleur que biomasse pour des raisons de stock qui est relativement limité, pollution de l'air, trade-off avec la biodiversité. Et puis on peut, avec le bois qu'on a, on peut peut-être faire des choses meilleures que de le brûler pour se chauffer. L'ADEME, je pense que historiquement, a un peu un biais anti, un peu une aversion à l'électricité. Je leur ai déjà envoyé plusieurs mails sur le fait que sur les calculateurs, sur la voiture électrique, ils ont vraiment des données qui sont éclatées. Donc, ils le savent. Au moins s'ils lisent, mais ils le savent. J'ai déjà pris des positions publiques là-dessus aussi parce que j'en ai parlé sur Twitter à l'époque. Mais sur la voiture électrique, il y a des trucs qui vont pas, hein, vraiment, vu les études internationales. Ils sont pas contre la voiture électrique, ils montrent que c'est mieux, mais vous prenez les chiffres qui existent dans les études scientifiques d'analyse du cycle de vie. En gros, sur les voitures électriques, ils sont vraiment dans les quantifications très hautes, et sur les voitures thermiques, ils sont vraiment dans les quantifications très basses. Donc en fait, sur leur calculateur et sur des données que vous pouvez trouver en ligne sur l'ADEME, vous avez un des ratios les plus faibles que vous trouverez dans le monde sur la voiture électrique en termes de ratio entre les émissions de la voiture électrique et de la voiture thermique. Et je pense que leur travail qu'ils ont fait là sur les pompes à chaleur, qui est sorti, ça vient quand même remettre en question certaines positions qu'avait historiquement l'ADEME, mais pas seulement. Negawatt a fait un travail sur les pompes à chaleur qui est vraiment pas bon. Je les ai pas mentionnés dans la vidéo et j'ai pas mis Negawatt en source parce que c'était vraiment pas fou ce qu'ils ont fait sur la pompe à chaleur. Et l'ensemble des acteurs qui travaillent dans les pompes à chaleur, qui connaissent le sujet, m'ont fait à peu près ce commentaire. En fait, au début, j'avais même référencé Negawatt sur un truc
je parlais pas de leur étude, mais ils avaient un calcul théorique sur voilà, le maximum de pompes à chaleur et à quel point on en est éloigné aujourd'hui. Et j'avais référencé pompes à chaleur dans le script que j'ai envoyé au relecteur. Et un des lecteurs m'a dit que non, c'était une erreur de citer négawatt. Et il m'a mis une autre référence à la place pour ne pas mettre négawatt. Donc, ouais, dans, dans, il y a des sensibilités de l'écologie qui ont, pour des raisons sans doute un peu historiques, un peu antinucléaires, une réticence à l'électricité. Et ce fight, il se joue contre la voiture électrique et il se joue aussi un peu contre l'électrification de la chaleur. Et puis comme on veut réduire les émissions de la production de chaleur et puis on est un peu pas confiant sur les legs, on se retrouve à installer ou à pousser de la biomasse. Et par contre, bon, l'ADEME, il y a beaucoup de gens à l'ADEME, il y a beaucoup d'organismes là-dedans, donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des résultats qui sont assez hétérogènes. Et par exemple, leur étude sur les pompes à chaleur, là, est très bonne. Elle est très bonne, elle montre que c'est rentable, que c'est efficace, que le coefficient réel qu'on relève sur le terrain, il est déjà bon sur les pompes à chaleur RO, et il pourrait être vraiment amélioré si on les réglait correctement et si on arrêtait de faire n'importe quoi. Donc voilà, pour répondre à Kari en étant très franc avec vous. Et j'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui travaillent à l'ADEME. Il y a des gens très sympas. Ils m'avaient contacté d'ailleurs quand j'avais fait ma vidéo sur le numérique. On avait discuté et je peux aussi avoir des échanges cool. Je regrette que mes mails sur les voitures électriques restent sans réponse et qu'on continue de propager des erreurs qui, à mon avis, nuisent à la transition. Mais bon, c'est un autre sujet. J'ai aussi entendu dire que nombre de packs sont mal réglés au niveau de leur loi d'eau. Ouais, Shadow Wolf FR, c'est ce qui ressort notamment de l'étude de l'ADEME 100 packs là, qui montre ça, et c'est ce qui ressort un peu sur le terrain. Et j'en parlais avec... Alors le hasard fait que j'ai un cousin qui est installateur, figurez-vous, et il me disait en fait il y a eu toute une série d'installations qui se sont fait n'importe comment quand ça a été pas mal subventionné par l'État avec des pompes à chaleur à 1 euro, etc. Et en fait lui il arrive sur du remplacement ou de la réparation de pompes à chaleur RO qui ont été installées sans loi d'eau. Genre ils installent la pompe à chaleur, ils règlent même pas ce truc là. Donc c'est même pas mal réglé, c'est genre pas réglé. C'est pas réglé. C'est un truc qui prend... je connais pas. Mais il y a des gens dans les commentaires qui me disent une pompe à chaleur RO et en regardant un peu sur internet, ils sont capables de faire eux-mêmes les réglages. Donc c'est pas... Enfin, faut un peu mettre les doigts dedans. Mais voilà, même un particulier peut régler apparemment cette pompe à chaleur. Et donc c'est pas un réglage de fou et c'est même pas réglé. C'est même pas réglé. Et pour les gens qui touchent un peu, souvent quand vous démarrez votre pompe à chaleur RO, faut ajuster un peu cette loi d'eau pour avoir le meilleure performance possible. Le déploiement grand public a commencé il y a combien de temps en France ? Bonne question. Bonne question de Rare Unity. J'ai un peu les chiffres pour les dernières années. On les voit dans la vidéo. Donc ça dépend ce que tu appelles grande échelle. Mais tu vois, les pompes à chaleur RO, donc là, on est en milliers d'unités. Donc en 2015, on en a installé 75 000 et 2019, 2 fois plus. Et là, 3 fois plus. Donc ça a bien augmenté. Et les pompes à chaleur RR, voilà, en 2015, on en mettait déjà 400 000. Maintenant, on en met 2 fois plus. Donc grande échelle, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais sur les RO, à mon avis, là, il y avait une mention de 2008. Effectivement, dans les années 2000, je crois qu'il y a les premières pompes à chaleur géothermiques. Un peu une campagne qui n'a pas très bien fonctionné. Et il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, je crois qu'il me disait qu'il avait une des premières pompes à chaleur géothermiques en France qui datait des années 80. Donc voilà, les pionniers années 80. Alors que c'est une technologie qui a un siècle. C'est une technologie qui a un siècle. Je crois même qu'une des premières pompes à chaleur, c'est un truc en Suisse et qu'elle est encore en fonctionnement après un siècle. Pompe à chaleur. Pas du tout. Depuis 35 ans ? Mais où est-ce que j'ai vu ça ? Depuis 35 ans ? Non. Bon, j'en ai pas parlé dans la vidéo, c'est pas des trucs que je connais bien. Je dois dire une bêtise, mais voilà. Donc, ouais, donc si on revient là-dessus, j'ai sans doute dit une bêtise, mais si on revient là-dessus, voilà, le décollage, il est assez récent. Il est assez récent sur les pompes à chaleur. Et après, dans les pays scandinaves, pardon, dans Norvège, Finlande, Suède, dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, vous voyez, 95, 2000, et puis là, vous avez le décollage des RR. Donc vraiment, début année 2000.
Donc c'est pas si vieux. Même chose ici au fuel, baisse assez nette depuis 2020 et année suivante, a priori sans changement réel d'habitude. Donc on voit déjà l'effet du réchauffement climatique sur le chauffage. Diminution des besoins de chauffage, augmentation des besoins de climatisation probablement. Est-il préférable d'avoir peu ou beaucoup d'inertie au niveau de la consommation globale ? De manière logique, sur la consommation globale, ça jouera pas tant que ça. Ça jouera pas tant que ça. C'est juste que vous mettez plus longtemps à descendre, plus longtemps à remonter. Alors après, ça peut jouer sur la consommation globale si vous sortez très souvent, que vous la laissez à descendre, vous la laissez à monter, mais s'il y a vraiment beaucoup d'inertie, elle ne va pas tant descendre en journée. Mais si vous partez pendant un mois, quand vous revenez, vous devez chauffer davantage parce que vous devez chauffer toute la surface. Et par contre, l'inertie redescendante, vous n'en avez pas profité. Donc, mais si c'est votre habitation principale, sur la consommation globale, ça ne change pas tant que ça. Par contre, en termes de confort, c'est quand même beaucoup mieux. Et sur la mi-saison, ça va être important aussi. Moi, en fait, là, j'ai fait la rénovation. J'ai fait l'isolation thermique extérieure et clairement par rapport à mes parents par exemple qui habitent à peu près au même endroit, j'ai commencé à mettre le chauffage bien plus tard qu'eux. Et donc là ça joue pas mal sur la mi-saison. Il y a une réponse de John Zoidberg, une pompe à chaleur sans isolation ça marche pas très bien. Ça aussi c'est quelque chose, l'étude de l'ADEME ne montre pas ça. Et j'aimerais bien creuser davantage parce que c'est un point qui a l'air controversé. Juste, si vous avez moins d'isolation, vous avez plus de pertes vers l'extérieur. Donc vous devez plus chauffer. Sauf que le coefficient de performance, donc vraiment l'efficacité de la pompe à chaleur, c'est pas lié à une quantité de chaleur. C'est lié à... ça consomme 1 kWh d'électricité pour avoir 3 kWh de chaleur. Si vous êtes mal isolé, vous avez plus de besoin de puissance, donc vous avez besoin de mettre une pompe à chaleur plus puissante. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que physiquement, il n'y a pas d'effet direct de l'isolation sur le coefficient de performance. Par contre, là où c'est vrai, c'est que si vous êtes limité dans la taille des émetteurs, exemple typique, si vous avez une maison avec une chaudière fossile et vous remplacez cette chaudière fossile par une pompe à chaleur, vous avez des petits radiateurs là en fonte, etc. Pour chauffer, vous devez monter haut en température parce que vous avez beaucoup de pertes et là, le coefficient de performance, il est nul parce que vous devez monter haut en température. Si vous isolez ce bâtiment-là, vous réduisez les pertes, mais vous réduisez aussi la température nécessaire pour le chauffer. Parce que la température, ce que vous apportez comme chaleur, c'est la température des émetteurs fois leur surface. Donc, si vous avez besoin de moins à apporter de chaleur, vous avez la même surface d'émetteur, vous pouvez descendre en température et vous améliorez la performance de la pompe à chaleur. Et donc là, c'est là qu'il peut y avoir un effet entre isolation et coefficient de performance, c'est lié à cette température de chauffage. Donc c'est plutôt une sorte de triptyque, c'est pas que lié à l'isolation, c'est lié à l'isolation, aux besoins de chauffage, à la surface des émetteurs. Et donc voilà, c'est un truc un peu compliqué et c'est vrai qu'il y a souvent cette idée qu'une maison qui serait mal isolée, et les pompes à chaleur c'est un peu mort et ça c'est controversé, physiquement ça m'a l'air discutable et il y a des gens qui disent l'inverse, donc ça mériterait d'être creusé. Avez-vous comparé votre consommation au DJU ou juste votre facture, car avec l'augmentation de la température il est compliqué de juger juste à la facturation brute? Ok, c'était pas une question pour moi, pardon. Scrouillot, merci beaucoup. Je suis la console de mes pompes à chaleur avec de la domotique. Si tu cherches des données ou autres, c'est dispo. Ouais, je veux bien que tu m'envoies un mail, surtout si tu as des évolutions avant, après. N'hésite pas à envoyer un mail sur l'adresse de contact de la chaîne, le.r3veilleur@gmail.com. Jacara 2, c'est une blague sur le fait que tu ne peux pas comparer ta consommation sur plusieurs années. Ouais, c'est pire que ça, Jacara 2, c'est que ma situation familiale a changé juste quand j'ai fait tous ces travaux. Mais vraiment, ma fille, elle est née alors qu'il posait encore l'isolation thermique extérieure. D'ailleurs, sachez qu'un bébé nouveau-né ne se réveille pas quand ils mettent des vis dans les parpaings. Alors que je vous garantis que nous, on ne pourrait pas dormir. On s'inquiétait un peu, mais dormi comme un bébé. Waouh, Shadow Wolf FR, et aussi ce serait bien des vidéos sur le décret tertiaire et Bax et sur le coût et les gains d'une GTB. Là tu m'as perdu, tu vois, tu surestimes ma compétence en fait. Je connais ce que je parle dans la vidéo,
Un peu plus, mais je ne connais pas tout. Donc je ne sais même pas de quoi on parle. Euh... Ouais, Navisly, je suis désolé, j'ai mis 18 heures sur le commentaire YouTube, et en fait c'est 17 heures. Mais c'est complètement de ma faute. Tu auras la rediffusion, n'hésite pas à poser des questions, je les prendrai en priorité, même si je les ai déjà abordées, parce que je me sens coupable de m'être planté comme une andouille. Comme une andouille. Ça fait beaucoup d'erreurs ce soir quand même, hein, en plus de celles que j'ai évoquées pour la vidéo. Euh, on est 76, j'espère que ça va. Ouais, j'ai au bus 68, c'est vraiment de ma faute. 18 heures, ça me fait finir trop tard. Les dernières fois, j'avais mis 17 heures, 19, c'est pas mal. C'est Scolopax, non, c'est promis, prochaine fois je serai meilleur. Je suis désolé de trahir les habitués. Scolopax25 nous dit la vidéo sur la PAC était top, merci pour le travail. Ça m'a donné une meilleure opinion des PAC RR. Je n'imaginais pas qu'elles étaient si efficaces en comparaison des RO. Alors vraiment, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur les RR. Il y a quand même quelques points. Alors attendez, je vais finir. Je vais noter qu'il faut que je revienne sur cette question des RR. Topi-pou-pipou. Donc si tu as une PAC RR, tu fais comment pour l'eau chaude? Et ben, soit tu as un ballon avec une résistance classique, hein, comme ceux qui ont un chauffage résistif. Moi, c'est encore mon cas. Soit à côté de ta pompe à chaleur RR, tu as ce qu'on appelle un ballon thermodynamique, qui est un ballon avec une pompe à chaleur intégrée. Et une pompe à chaleur RR. Et donc ça, soit il faut une surface assez grande, genre un grand garage ou une cave, etc. Et dans ce cas-là, ils profitent du fait que tu es entre deux températures. Soit il y en a qui sont sur extraction d'air extérieur, donc en fait, ils vont prendre l'air dehors, en tirer l'énergie thermique et rejeter l'air dehors un peu plus loin. Et donc voilà, donc résistif ou thermodynamique, qui coûte plus cher. Le temps de retour le taux de retour de cet investissement, il n'est pas évident non plus, je pense, qui est un chauffe-eau avec une pompe à chaleur intégrée. Shadow Wolf FR, je préfère la géothermie. Il y a aussi des pucains indiens. Ok. Les packs qui font chaud et froid, c'est récent. Ah, c'est récent les pompes à chaleur qui font chaud et froid. Je sais pas. Peut-être pour le chauffage. Mais en tout cas, il y a beaucoup de climatiseurs qui faisaient aussi le chauffage, non? Je sais pas, j'avoue. Récent. Ah, il 35-40 ans. Ouais, ok. Super content de ma pompe à chaleur installée depuis 3 ans, 700 € d'électricité par an pour taux, dont pompe à chaleur qui fait eau chaude et suppression de ma facture de gaz de 2000 € par an pour 120 mètres carrés. Donc dans ce cas-là, Jobu 68B, est-ce que tu as une idée de ton coût d'installation? Est-ce que tu sais en combien de temps c'est rentable? Est-ce que dans ta facture de gaz, tu as pris en compte le coût du réseau aussi? Et d'ailleurs, est-ce que tu as sorti tout le gaz chez toi ou est-ce que tu utilises encore pour quelque chose? Nevaqué 716, moi je suis trop vénère, ma grand-mère a changé sa chaudière au gaz pour une nouvelle chaudière au gaz parce qu'à Belfort il fait trop froid et ça marche pas une pompe à chaleur. Bah voilà, on va se battre contre eux. On va se battre contre les lobbies gaziers. Non mais sans déconner, en plus les lobbies gaziers ça fait partie quand même des lobbies les plus puissants en France. Hein. Les plus puissants en France, donc voilà. Luttons contre les ressources fossiles, on va se faire des amis. Parce qu'il y en a quelques-uns qui vivent de la rente pétrolière et il y en a quelques-uns aussi qui vivent de lutter contre la transition énergétique. Donc faisons-nous des amis en voulant réduire les émissions. Shadow Wolf FR, avec une inertie de malade, tu peux récupérer la chaleur au plus chaud de la journée et garder la bonne température toute la nuit. Alors Shadow Wolf FR, c'est une bonne remarque ça. Dans l'idée de faire une vidéo sur la meilleure façon d'utiliser une pompe à chaleur, il y a un truc qui est assez amusant si on a de l'inertie, c'est qu'on a vu que ce coefficient de performance, il dépend de la différence de température entre la température de chauffe et la température extérieure. Et en fait, la température extérieure, au sein d'une journée, elle varie pas mal. Vous voyez, il peut faire je sais pas, une dizaine de degrés à midi par un soleil d'hiver et moins 2 tôt le matin. Donc en fait, si vous faites fonctionner votre pompe à chaleur le midi ou en pleine journée, déjà vous êtes sur la production photovoltaïque, donc
il y a un peu moins de tension, et en milieu de journée, il y a moins de tension. Et en plus, vous avez un meilleur coefficient de performance parce que dehors, il fait relativement bon. Et donc là, vous chargez votre maison qui a une bonne inertie en calories, vous mettez plein d'énergie thermique là-dedans, et vous la laissez refroidir jusqu'à ce qu'il fasse un nouveau bond dehors. Et ça, c'est mieux que de la laisser tourner tout le temps, et qu'à un moment, elle se retrouve à aller chercher de l'énergie thermique alors qu'il fait moins 2, et où il y a un moins bon coefficient de performance. Donc là, c'est dans les trucs un peu avancés, où il faudrait faire des calculs, hein, mais il y a des gens qui réfléchissent à ça, de optimiser la pompe à chaleur, pas juste en fonction de quand on veut chauffer, etc. Mais aussi, est-ce qu'on peut jouer sur l'inertie thermique pour aller chercher des calories dehors quand elles sont plus faciles à aller chercher parce qu'il fait un peu plus chaud. Et après, il y a l'autre question qui est liée à l'autoconsommation et la production de photovoltaïque, ou à la question de l'électricité peu carbonée, pas chère, etc. Et dans ce cas-là, on peut aussi se dire que on fonctionne pour aller chercher l'énergie thermique à ce moment-là. Et effectivement, si on a une grosse inertie, on peut se permettre de faire ça, alors que si on n'en a pas du tout, ça n'a pas de sens. 10 degrés en hiver, c'est trop chaud. La PAC ne sait pas la gérer. Ça balance sur Négawatt. Jobus 68B, par contre 260 € d'entretien annuel pour la pompe à chaleur vs 180 € pour la chaudière. À prendre en compte dans les calculs. Donc là dans ton cas, entretien de la PAC, c'était supérieur à la chaudière. À mon avis, il y en a qui se font un peu plaisir là-dessus aussi, hein, parce que l'entretien de ma RR n'est pas donné, et en fait, il vérifie si ça tourne, et il regarde quelques filtres. Il y a un peu de marge pour avoir de la concurrence, à mon avis. Les pompes à chaleur ont été utilisées en 1900 pour congeler le fond de la Seine lors de la construction du métro. Ok, mais vraiment sur un bâtiment en chauffage, je croyais qu'il y avait un vieil exemple en Suisse, mais j'ai pas le temps de vérifier. Plus tu vieillis, plus tu es frileux à cause de la densité musculaire. Ok, Jacara 2, c'est vrai. Jobus 68B, le coût d'entretien est un sujet. Ouais, c'est un sujet. Si on regarde le coût, il y a le coût de l'entretien, il y a le coût de l'installation, qui est un sujet aussi, je pense. Hein, surtout quand on voit ce qu'on peut faire quand on essaye de faire un peu tout seul. Et quand on regarde le coût des machines par rapport à... bref, il y a un sujet. Et le coût de l'utilisation et l'évolution du prix de l'électricité aussi, c'est un sujet. Je lis un peu. Line on Square nous dit il n'y a pas une histoire où ça dépend s'ils sont habitués au bruit ou pas, les bébés. Alors les bébés, quand ils grandissent un peu, ça peut changer, mais vraiment un nouveau-né, c'est impressionnant. Ça dort comme un bébé. Ça dort comme un bébé. Non, et même quand elle grandit, ça peut être difficile de l'endormir. Tous les parents connaissent ça, mais une fois qu'elle est endormie, vous pouvez vous promener dans sa chambre, ranger les vêtements. Ça dort profondément quand même. En tout cas la mienne. Je vais pas trop extrapoler. Navislide, ah merde, c'est pas moi qui... Non, c'est pas toi qui t'es planté, il y a écrit 17h parce que je l'ai corrigé quand j'ai vu mon erreur, mais j'ai vu mon erreur hier quand j'ai fait les rappels sur les réseaux sociaux. Donc non, j'avais mis 18h au début et c'est 100% de ma faute. Désolé. Ouais, durée de vie, je sais pas, faut vraiment que je creuse cette histoire de la durée de vie, mais c'est... En fait, en fait, c'est assez bizarre, mais... Comment dire? C'est assez difficile d'avoir des données statistiques réelles, fiables sur le terrain. Il y a des trucs comme le nombre d'installations, etc. Ça se trouve un petit peu, mais avoir des données sur le nombre de réparations, le nombre de machines qui tombent en panne, la fiabilité, etc., c'est pas si évident. Et le problème aussi sur la durée de vie, et ça a été mentionné ici, c'est que on va avoir une idée de la durée de vie quand ça va commencer à sortir, à se casser et à atteindre la fin de vie. Et encore, quand on a des données, hein, je me rappelle quand j'avais travaillé sur les voitures électriques, c'était une galère d'avoir une idée de la fin, du nombre de kilomètres en fin de vie d'un véhicule, en moyenne en Europe, quoi. Même là-dessus, c'était difficile. Et donc, mettons qu'on ait des données sur les pompes à chaleur qui cassent aujourd'hui. En fait,
On voit que le déploiement est assez récent. Est-ce que ça dit quelque chose des pompes à chaleur qu'on installe aujourd'hui? C'est pas évident. Mais en tout cas, ouais, faut regarder sur la durée de vie parce que l'impact sur les émissions ne sera pas si grand. Parce que vous voyez que l'impact à la production n'est pas si grand et qu'il y a beaucoup d'impact à l'utilisation. Et c'est encore plus vrai pour les trucs qui utilisent des ressources fossiles. Mais l'impact économique va beaucoup jouer là-dessus parce que les coûts d'installation sont très élevés. Mais est-ce qu'ils sont très élevés parce que c'est justifié? Est-ce qu'ils sont très élevés parce qu'il y a des aides? Est-ce qu'ils sont très élevés parce que ces questions de fluide, ça donne un genre de monopole à une partie des installateurs? Il y a des questions, il y a des questions. Jobu68B, une remarque, depuis peu je fais en sorte de lancer la PAC à la mi-journée, au plus chaud de la journée pour 2-3 heures, puis je coupe. Ouais, donc je l'ai mentionné, ça, c'est efficace. Donc un coût de 10 000 euros de la PAC, et tu disais que tu faisais des économies de 1300 par an, donc en fait elle est amortie relativement rapidement quand même. Elle sera amortie sur la durée de vie, malgré la petite différence sur l'entretien. Donc ça c'est plutôt cool. En fait là tu es dans un cas qui rentre à peu près, je pense, t'es pas si loin de l'estimation de l'ADEME. Alors, gaz à sortir, mais je vais installer une nervie d'électricité supportant la plaque. Ah oui, donc tu as encore le gaz sur la cuisson. Ok, ok, ok. Ça aussi, ça peut être une idée de vidéo assez courte que je pourrais faire, ça serait de parler de ça, du gaz pour la cuisson par rapport aux plaques électriques. Et là aussi, c'est étonnant quand vous commencez à parler de ça avec les gens. Moi j'entends, mais non, l'électricité, ça cuit moins bien, ça va pas aussi vite, ça permet pas de saisir. C'est étonnant, c'est... Joannol nous dit entretien PAC tous les 2 ans. Alors c'est obligatoire tous les 2 ans, c'est ce que je mentionnais, mais par exemple pour la mienne, si je veux garder la garantie, il faut que ça soit vérifié par un professionnel tous les ans. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu, je sais pas à quel point c'est justifié. Nevaquet 716, en vrai, je serais trop chaud pour faire un site web qui calcule ça et optimise la PAC. Vankar, je suis frigoriste et je ne fais pas que regarder les filtres lors d'un entretien. Alors oui, bon, j'ai peut-être été un peu méchant, il a passé un peu de temps sur la machine, etc. Mais c'était quand même rapide. C'était quand même rapide. Et mais je serais curieux de discuter avec des frigoristes de à quel point ces coûts sont justifiés. Faut que je regarde ces questions d'entretien, d'obligation, etc. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails, surtout si vous êtes du domaine et que vous me trouvez méchant sur certains points, que vous pensez que je suis dans l'erreur. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse de contact de la chaîne. Le réveilleur, hop. Ça me permet aussi de me faire une opinion parce que c'est pas toujours évident. Hein. Je viens un peu en théorie, moi. Je lis les rapports scientifiques, je lis les études scientifiques, etc. Et je peux vite me planter sur ce qui se passe sur le terrain, surtout sur des aspects statistiques, économiques, sur des questions de fiabilité, etc. qui sont pas difficiles, qui sont pas faciles à évaluer, sur lesquels on peut manquer de données. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails quand vous pensez que je suis à côté de la plaque ou que vous pensez pouvoir m'apporter des retours intéressants. D'ailleurs, j'en ai eu pas mal dans les commentaires. Les commentaires, j'ai passé pas mal de temps à les lire, y compris un peu avant de la vidéo. Il y en a quand même eu 900 sur cette vidéo, donc c'est un peu long. J'ai essayé de répondre à des gens qui me posent des questions quand je pense que c'est utile. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonsoir ici, tu n'as pas beaucoup parlé des ballons thermaux, ils ont peu d'impact par rapport aux ballons à résistance passive. Alors là c'est vraiment parce que j'étais sur la partie chauffage, il faudrait faire une petite vidéo à part. Ça peut être aussi dans les approfondissements de faire une vidéo vraiment sur l'eau chaude sanitaire. Et effectivement comme c'est une différence entre les pompes à chaleur RO qui font l'eau chaude sanitaire et RR, ça se pose. Et si je fais un petit calcul économique, il faudra peut-être prendre ça en compte. Donc je vous ai mis l'adresse si vous voulez m'envoyer un truc, et puis je vous rappelle aussi qu'il y a le Discord pour ceux qui veulent venir, notamment s'il y en a qui sont chauds pour travailler sur les pompes à chaleur ou pour essayer de faire des trucs stylés là-dessus. N'hésitez pas à passer, à vous manifester, on pourrait peut-être faire un canal ou quelque chose. Pour l'entretien de la pompe à chaleur, j'ai cherché en région parisienne pas moins de 260 €. Effectivement la visite est plutôt rapide, du coup je ne l'ai pas fait pendant 2 ans et je vais les refaire depuis 2026. Il existe des pompes à chaleur RR mobiles avec un module extérieur. C'est cool et performant, mais le module intérieur est assez bruyant. Coût 1000 €. Ouais. Sur ma ville, je facture 150 € et il dure minimum 1 heure. Ok, bon car, d'accord. Ok. Ok, il faudrait que je regarde les obligations dans quelle situation.
Et d'ailleurs, question, est-ce que ça t'arrive régulièrement d'arriver sur des pompes à chaleur où un manque de fluide affecte leur performance? Est-ce que ça t'arrive régulièrement de recharger le fluide? Pour la durée de vie, CIPEMI, syndicat a édité un guide de durée de vie d'équipement, mais c'est très orienté tertiaire. 20 ans en moyenne pour les pompes à chaleur, entre 10 et 15 ans pour les splits. Sinon, l'armée fait des études de durée de vie, mais les données sont rarement dispo. Merci Gitando64, je vais noter ça quelque part. Comme ça, je l'aurai sous la main. Euh, Hashtag pour la cuisine, je suis maintenant avec de petites plaques vitrocéramiques pas puissantes. Mes anciennes plaques à induction me manquent. La mauvaise image d'électricité vient peut-être de là. Ouais, clairement, il y a une différence entre céramique et induction. Induction, c'est la vie, je pense. Zazak P, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu le fait qu'il faut forcément bien isoler le logement, donc on reviendra là-dessus. Ouais. Si on a l'habitude de gaz, il faut utiliser des plaques ELEC induction. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Navislide. Induction, ça va très vite. Hein. Johanol, il y a moyen de faire quand même. Ouais, n'hésitez pas à en parler sur le Discord pour ceux que ça intéresse. Vonkar, c'est rare de recharger. Ok, merci pour le retour. Ah, une marque sort du lot qui a beaucoup de perte de fluide, de fuite de fluide, que je déconseille malheureusement pour eux. Est-ce qu'on ose mettre cette marque dans le chat? Bah vas-y, je pense, maintenant que tu nous dis ça. Je pense que les coûts dont il parlait, c'était les coûts pour l'ensemble de la pompe à chaleur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai déjà dit un mot du collègue là, Objectif Zéro Carbone, qui avait fait une vidéo assez cool où il calculait le coefficient de performance de sa pompe à chaleur RR. Très sympa sa chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'essaierai de faire des petits calculs comme ça, parce que oui, c'est un truc que je voulais vous dire. Les pompes à chaleur RR, j'ai une difficulté qui est qu'il n'y a pas tant de retour sur le terrain, d'observation, d'études qui regardent des cas réels. Et il y a un peu des controverses autour de ça. Donc là, il montre que le coefficient qu'il obtient, il est très bon. Mais j'aimerais bien m'en convaincre en faisant les mesures chez moi. Je vois pas trop d'autres solutions. Et il y a quelques trucs qui existent, notamment dans l'étude de l'ADEME. Ils n'ont pas de trucs sur les pompes à chaleur RR. Ils ont essayé de faire un truc à partir de données limitées sur un certain nombre d'utilisateurs. Et en fait, les seuls trucs qu'ils ont, c'est la consommation d'électricité. Et ils se rendent compte que, en gros, sur les personnes sur lesquelles ils ont des données Linky, ils arrivent à une division par 2 de la consommation électrique pour le chauffage. Donc ça veut dire un COP plutôt proche de 2 plutôt que de 3, ce qui serait un peu décevant. Mais le problème, c'est que c'est pas un COP en fait. Et là-dedans, il y a des questions un peu ouvertes. Parce que c'est compliqué d'analyser ça, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir... Et puis il y a aussi toute la question de l'effet rebond, qui est aussi une question à étudier, parce que je le mentionnais dans la vidéo, et ça m'a été reproché dans certains commentaires, je disais, voilà, il peut y avoir un effet rebond, notamment pour les foyers plus modestes, et on m'a dit, attention, tu es en train de critiquer les foyers plus modestes, faudrait pas le formuler comme ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont froid chez elles, parce qu'elles peuvent pas se permettre de chauffer, et donc si on arrive et qu'on met des moyens de chauffage qui sont moins coûteux à l'utilisation, bah, elles vont chauffer davantage. C'est pas pour critiquer les personnes modestes, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont contraintes économiquement, et donc les personnes qui sont contraintes économiquement vont se chauffer davantage quand elles vont avoir un moyen de chauffage moins coûteux, alors que les personnes qui ne sont pas contraintes économiquement se chauffent déjà comme elles veulent. Donc c'est plus ça la différence. Et en fait, ce qui se passe quand on va installer des pompes à chaleur qui fonctionnent bien, c'est qu'il peut y avoir un effet rebond qui est que les personnes se chauffent un peu plus. Et donc c'est très dur d'avoir des COP sur le terrain. Donc voilà. Sur les COP RO, je pense que notamment cette étude de l'ADEME, elle permet de trancher un peu les choses avec vraiment aller dans des maisons, les instrumenter,
Et c'est pareil, HeatGeek, ils ont des pompes à chaleur RO, je ne sais pas s'ils ont trop de pompes à chaleur RR, et on a aussi quelques données parce qu'il y a des pompes à chaleur RO qui donnent directement des COP. Donc ça, c'est pas si difficile, mais pompes à chaleur RR, c'est dur à mesurer, et en fait, quand vous regardez les études scientifiques, ils disent même qu'il n'y a pas vraiment de protocole qui permette de mesurer ça facilement. Et donc ça, c'est un peu plus chiant, et j'aimerais bien avoir des éléments supplémentaires là-dessus, déjà en faisant un peu des tests chez moi, même si ça va me prendre un peu de temps, parce que j'aimerais bien me convaincre vraiment moi de ce truc là, et après s'il y a des éléments, si vous connaissez des éléments de terrain, etc., qui permettent de se faire une opinion mieux formée sur ces questions de pompe à chaleur RR, ça serait cool. Après si vous regardez même le petit truc de l'ADEME sur les pompes à chaleur RR, je sais pas si on le voit, c'est pas directement là-dessus, je me souviens plus où il est. Vous voyez qu'il y a au moins un facteur 2 et qu'il y a en plus une moins grande thermosensibilité. Il trace la consommation en fonction de la température et tout. Donc tout ce que je dis dans la vidéo sur le fait que ça permet d'avoir des marges sur le réseau, etc., ça reste vrai. C'est juste que voilà, cette division, cette marge, c'est quoi? C'est un facteur 2 ou c'est un facteur 3? C'est un peu plus là que... Pelder, pas de données en France, mais rien ailleurs. Bah, je sais pas, j'ai peut-être mal cherché. En fait, le problème, c'est qu'il y a... C'est assez bizarre, mais vous voyez, même sur les analyses de cycle de vie, c'est très décevant en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de choses que sur les voitures électriques, par exemple. Pour une... c'est vrai que Electrification of It UK, ils avaient des choses, mais c'est pareil. Il y avait une figure dans le document qui était vraiment cool, mais de mémoire, c'était aussi RO. Parce que je l'ai vu ce truc-là. Pompe, bon, c'est chiant. Bon, je l'ai quelque part, ce doc. Attendez, il faut juste que je le retrouve. Mais ouais, c'est... Je pense que on peut aller plus loin que ce que j'ai montré dans la vidéo en zoomant vraiment sur les RR. Après, c'est mon boulot. Je me souviens plus comment il s'appelle le doc. Bref. Bref. Alors... Je regarderai un peu plus. Mais pompe à chaleur RR, pas évident. Ouais, il me semble aussi que c'est RO majoritairement ce document. En fait, il y a plusieurs fois je vous ai mentionné des trucs et je suis juste en face cam. Donc voilà, il y aurait un truc à creuser un peu sur le RR. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, il y a eu des réflexions intéressantes aux commentaires aussi sur les questions de... Déjà, il y a des remarques, il y a des gens qui me reprochent de ne pas parler de certaines limites, et par exemple du fait que si vous avez un problème de type la pompe à chaleur est en panne ou de type coupure de courant, en fait, vous êtes plus chauffé. Et ça, c'est un problème, c'est vrai, alors c'est un problème un peu de tous les moyens de chauffage centralisés. C'est moins un problème si vous avez un chauffage au bois, par exemple. Donc si vous êtes dans une situation d'isolation où les coupures peuvent être régulières ou si vous êtes inquiété par rapport à ça, vous pouvez vous tourner plutôt vers du chauffage au bois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'écologie, qui sont des raisons de robustesse, d'indépendance ou de peur, d'atteinte extérieure. Et là, il y a des philosophies un peu écologiques différentes, avec des personnes qui vont juger que une approche écologique, c'est aussi
se réapproprier certaines choses, être capable de toucher à ce qu'on utilise, de comprendre ce qu'on fait et d'avoir une forme d'indépendance. Et c'est vrai que là, la pompe à chaleur, c'est compliqué parce que c'est un objet technique complexe dans lequel on ne va pas mettre les mains ou pas mettre les mains facilement. Et alors que un poêle à bois, c'est quelque chose de plus rustique et de plus accessible. Et même si le bois vient souvent de l'extérieur, qui donne un sentiment de contrôle plus grand de manière justifiée. Euh, Ouais, je regarderai, merci pour la réponse. Mais ouais, j'avais déjà fait un peu des recherches comme ça, mais c'est pas foufou. Donc voilà, c'était intéressant aussi de voir ces aspects de jugement un peu différents sur des critères un peu différents. Les Scandinaves ont adopté en masse les pompes à chaleur, ouais, dont des pompes à chaleur RR, mais même adoption en masse, c'est comment dire, même si vous avez plein de pompes à chaleur qui fonctionnent, vous n'avez pas forcément les données sur leur coefficient de performance. Et en fait, sur le cas des pompes à chaleur RR, c'est pas évident à quantifier. C'est pas évident à quantifier. Contrairement à une pompe à chaleur RO, en fait, en ayant le débit, ouais, vous allez me dire, une pompe à chaleur RR, il faudrait en fait le débit du fluide et la température. Et une pompe à chaleur RO, c'est assez facile en fait. Vous avez sur votre circuit d'eau, vous pouvez brancher un genre de thermomètre. Et on m'avait même envoyé une vidéo de quelqu'un qui faisait ça avec Edic, là au Royaume-Uni, qui montrait son installation. Et vous pourrez vous connecter sur internet sur son truc pour voir son COP en temps réel, quoi. Donc voilà. Alors, il y a une autre chose dont je voulais vous parler. C'était. Allez, on va faire un live post-publication de l'autre vidéo qui est sortie sur la chaîne il n'y a pas longtemps, qui est une vidéo de short. Une vidéo short. Vous imaginez, je fais des shorts, quoi. On aura tout vu. Bientôt le réveilleur sur TikTok. Bonjour à tous. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Déjà, ça, c'est une question intéressante. Est-ce que petite vidéo rapide. Plusieurs choses à dire ici. La première, c'est qu'on a fait un petit short. En particulier, personne ne conteste. Petite vidéo rapide pour vous signaler la mise en ligne d'un calculateur de... Oui, c'est la galère. On a fait un petit short avec Evo Sapiens, anciennement Homo Fabulus, parce que je l'ai croisé en juin quand je travaillais beaucoup sur les questions d'impact du numérique et on avait discuté du fait que le streaming ça n'avait pas un impact énorme. Évidemment, on a un avantage à dire ça, on est profondément biaisé vu qu'on fait des vidéos sur internet. Et du coup, il s'était dit ouais, on va faire un super calculateur pour montrer ça. Et donc il a fait ce petit calculateur. Ça lui a pris quand même du temps. J'ai revu ça, je l'ai un peu aidé, etc. Et donc là, on a un calculateur où on peut dire on regarde tant de vidéos par semaine et ça fait un calcul par an. Voilà, si vous regardez 30 heures de vidéos par semaine, ça vous calcule les émissions associées par an en prenant en compte la fabrication des appareils ou sans prendre en compte la fabrication des appareils. Et après, vous avez des comparaisons avec l'avion, la voiture, le poulet, le bœuf et la bière, voilà, histoire d'être désagréable jusqu'au bout. Et donc si vous voulez compenser votre streaming annuel, et de 30 heures quand même, en marginal, vous sautez un repas avec du bœuf, ou 8,60 si vous prenez en compte les appareils. Et en fait là vous regardez la production des appareils, c'est l'impact majoritaire, etc. On a été assez loin, vous pouvez changer plein d'hypothèses, nous dire si vous regardez la durée de vie de l'ordinateur, du smartphone, l'impact à la production, si vous regardez sur ordinateur, sur smartphone, si vous regardez sur 4G, si vous regardez plein de trucs, si vous voulez changer les différentes données. Donc voilà, un gros travail en espérant que ça puisse être utile à certains. C'est disponible sur mon site web. Si vous allez sur le site web, je vous ai rajouté un petit onglet empreinte vidéo. Merci à certaines IA. Je sais qu'elles font beaucoup de mal pour plein de raisons, pour la démocratie, etc. Mais elles me permettent de modifier mon site web auquel je ne comprends rien sans embêter continuellement la gentille personne qui me l'a fait et qui est bien plus compétent que moi, évidemment, pour coder un site web. Donc ça me permet d'ajouter ça ici, où vous pouvez l'avoir directement sur le lien de l'application. Donc merci à Stéphane pour ça. Je peux vous le mettre ici. Voilà.
As-tu regardé les éléments de GRDF et Cohenov sur la décarbonation du chauffage? Pacoba, ça me dit rien, mais je veux bien que tu m'envoies ça. Si c'est très pertinent. Ouais, quelqu'un qui a vu le short. Il y a 2 personnes qui ont vu le short. Hey, Boncard, t'as bien fait de passer. Tu vas trouver des clients. la, la- la production des appareils, on l'a pris, à chaque fois on met nos sources, hein, donc je l'ai prise ailleurs, je l'ai prise sur des choses qui sont des représentations moyennes de l'utilisation des ordinateurs, smartphones, tablettes, TV. Donc il peut y avoir des grosses différences entre les appareils. Et en plus sur l'ordinateur, on a un gros problème, c'est que... un problème, c'est que les données qu'on a permettent pas, sur YouTube, ça permet pas de différencier les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Et j'ai mis une astérisque, mais je sais pas s'il y a l'explication quelque part. Donc je crois que l'hypothèse qu'on a faite, c'était de regarder, de prendre des ordinateurs portables, il me semble. C'est marrant qu'il n'y ait pas le texte associé. Donc ça, c'est modifiable un peu. On a pris ça. Est-ce qu'on l'a bien référencé? On a pris ça ici. Si vous voulez regarder, c'est un truc qui est ouvert, où ils montrent un peu leurs hypothèses, d'où viennent les données. Et voilà. Si tu gagnes des clients grâce à moi, tu t'abonnes. Bon, pas besoin. Ça fait plaisir. On fait ça pour les pompes à chaleur. La décarbonation. Et voilà. Et du coup, ça ouvre quand même une question aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de ce calculateur. Et ça ouvre une question aussi qui est que ce petit short m'a pris un peu de temps à faire parce qu'il fallait que je vois comment faire pour faire un truc dans ce sens-là avec l'ami OBS et puis réussir à rajouter les petits sous-titres, etc. Maintenant, une fois que je sais faire ça, si je l'oublie pas trop vite, en fait, je peux faire des shorts relativement rapidement. Maintenant, est-ce que ça serait utile? Est-ce que ça pollue la chaîne? S'il y a des shorts, je parle de quoi? Est-ce que j'en profite pour mettre des taquets à tout le monde? Est-ce que j'essaie d'être gentil? Ça serait plus difficile. Donc voilà, ça peut être à portée de main. Là en plus, c'était pas scripté. Mettons que ça soit scripté, ça fait 1 minute. Tout en tout, ça peut être fait à mon avis, en se rodant un peu, 2-3 heures sur un sujet que je connais un peu, 2 heures, peut-être un peu moins. Voilà, est-ce que ça a un intérêt de faire ça? Et si je fais ça, sur quoi? Est-ce que tu as petit Sur quoi? Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a quand même fait un peu de vues. Est-ce que tu as Petite vidéo rapide pour vous. Ça a quand même fait un peu de vues, donc putain, mais depuis tout à l'heure, je monte pas l'écran quand même. Je suis un teubé, c'est incroyable. Je suis un teubé, c'est incroyable. Donc je voulais vous montrer le calculateur. Depuis tout à l'heure, je vous montre comment le calculateur fonctionne et je vous montre pas le calculateur. Ouais. Après les shorts, dans les limites, je trouve c'est assez dur quand tu arrives sur un short de choper où est la description et des liens cliquables, etc. La description est là. Voilà. Je pourrais faire ça de temps en temps. Il faudrait faire quoi? Il faudrait faire genre en parallèle des vidéos pour essayer de teaser sur les vidéos, ou de rajouter des petits trucs ou mettre des petits bouts de vidéo. Il y a une réflexion à avoir quand même sur les shorts. Il y a une réflexion à avoir sur les shorts. En tout cas, je me suis rendu compte avec ce short que ça pourrait ne pas être trop long. Je me suis dit, je pourrais essayer d'en faire je sais pas, une par semaine. Puis je suis à nouveau parti à faire des trucs trop longs, à lire des trucs trop longs, à écrire des textes trop longs. Mais ouais, je pense que ça peut toucher d'autres personnes. Ça, c'est clair que ça serait un avantage assez important. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre?
Je crois que c'est à peu près bon. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les pompes à chaleur, si vous avez des attentes pour d'éventuels euh, prochains sujets. Je suis tout oui, je peux répondre à vos questions. Si vous avez des suggestions sur d'éventuels shorts, faut que je regarde ce que font les collègues un peu en termes de shorts. En plus, des formats comme ça pourrait être diffusé ailleurs. Il me faudrait un responsable short. Donc je vous disais, voilà, sur mon site, j'ai rajouté un petit onglet empreinte vidéo où vous avez accès au calculateur. Navislide demande un avis sur les packs, les pompes à chaleur combinées gaz. C'est un peu compliqué, c'est beaucoup poussé par certains acteurs, gaziers notamment. Et c'est assez intéressant là-dedans d'ailleurs parce qu'il y a deux pressions assez différentes. Il y a les gaziers qui veulent que vous consommiez du gaz et puis il y a le réseau qui veut juste que vous restiez connecté parce que lui en fait vous le payez quand vous êtes connecté, vous payez une certaine quantité par mois qui ne dépend pas du volume de gaz qui passe. Donc en fait il y en a un qui a intérêt à vous faire manger beaucoup de gaz et l'autre qui a juste intérêt à vous en faire manger au moins un peu. Les pompes à chaleur hybrides, ça pose un problème, c'est que vous avez deux systèmes différents avec deux entretiens, donc c'est un peu comme les véhicules hybrides. Et puis ça a les avantages et les inconvénients du gaz. Donc ça va être, en fait, moins ça consomme de gaz, mieux c'est. Donc le mieux c'est quand même d'avoir une pompe à chaleur sans gaz quand c'est possible. Et ce qui fait que les pompes à chaleur hybrides, donc où il y a une petite chaudière au gaz, petite ou plus ou moins grosse, elles sont discutées notamment dans le cadre du collectif quand on ne peut pas mettre de pompe à chaleur complètement. Après, si vous avez un réseau de chaleur, par exemple, ça peut être mieux d'être sur le réseau de chaleur. Donc en théorie, ça permettrait de sous-dimensionner la pompe à chaleur et d'avoir le gaz en appoint. C'est d'autant plus intéressant que la pompe à chaleur continue de fonctionner, qu'elle fonctionne assez bien et que le gaz se déclenche relativement lentement. Après, d'un point de vue théorique sur l'ensemble du réseau, si vous déclenchez le gaz dans les situations de tension, ça permet aussi de consommer moins d'électricité au moment où elle pollue plus. Donc c'est un calcul qui se fait suivant ce qui est appelé marginalement. C'est pas trivial. Je pense que le bilan je vais aller directement là, ça sera plus rapide. La source que j'utilisais pas mal, elle a un chapitre dédié à ça. C'est quand même controversé. Mes relecteurs, au début, j'avais un passage sur les pompes à chaleur hybrides qui était beaucoup plus long. Et les relecteurs me disent attention, c'est quand même survendu par certains groupes de pression, j'irai pas aussi loin. Donc voilà, ils en parlent pour montrer qu'une solution est utile pour certains cas spécifiques avec effet favorable pour la pointe, mais avec une moindre réduction des émissions et des incertitudes sur les coûts complets. Donc voilà, c'est un système plus complexe, il y a deux trucs dedans, ça fait plus d'entretien, ça fait plus de problèmes potentiels. Économiquement, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ça peut être utile dans des solutions où il n'y a pas de pack complète. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à lire ces passages. J'ai trouvé ça assez juste et j'y ai pas passé beaucoup de temps. Et ça dépend un peu de comment le système gaz vient s'ajouter au système pompe à chaleur, si les deux peuvent fonctionner en même temps, etc. Donc n'hésite pas, si tu veux aller plus loin, il y a un passage là-dessus. Quid des chauffe-eau thermodynamiques. Donc ça je l'ai dit un peu plus tôt, faudrait que je creuse un peu, faudrait faire un épisode là-dessus. D'un point de vue énergétique, ça a un sens. La question que je me pose plus encore que sur les pompes à chaleur, c'est plutôt la question de la rentabilité. Et puis il y a les questions aussi de faisabilité. Par exemple, moi j'avais réfléchi quand j'ai fait tous les travaux là à changer mon chauffe-eau et en fait j'ai pas la place. J'ai pas la place chez moi. Ça me demanderait pas mal de travaux. Ça me demanderait de le placer ailleurs, etc. Parce que mon chauffe-eau actuellement il est il est encastré dans la cuisine. Il n'est pas accessible, ce qui est pas légal, je pense. Donc je dois démonter le frigo, le désencastrer, démonter le meuble si je veux accéder au chauffe-eau. Et figurez-vous que je l'ai fait parce qu'il est tombé en panne. J'étais super content et j'ai dû le changer. Et donc en fait dans cet encastrement, j'ai pas la place pour mettre un chauffe-eau thermo. Donc voilà, si vous avez la place, c'est quelque chose à envisager, mais le calcul économique se fait. Et après, il a les mêmes avantages du chauffe-eau électrique qui est de pouvoir stocker de l'eau et donc pouvoir décaler la consommation vers des moments de moindre coût ou de moindre impact d'électricité.
Ah, vos cartes des conseils parce que carte mère sur une. Aïe aïe aïe. 1600 € la carte mère. Je pense quoi d'une PAC OO avec un panneau hybride hydro-aéro relié à la PAC? Je connais pas assez pour répondre. Shadow le fait faire. Île de Pyrénées, Syllabus avait eu aussi la réflexion sur les shorts. Ah ouais, faudrait que je regarde ce qu'elle a fait. Elle a fait ça quoi sur 6+, là? Elle a fait des vidéos là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu des questions. Il me reste une question qui est où est-ce que je vous envoie? Parce qu'on s'approche de la fin du stream. Je crois que j'ai couvert un peu ce que je voulais. Il faut que je me rappelle comment je vous envoie quelque part. Tableau de bord des créateurs. Qui est-ce que je vous fais raider? Alors, est-ce qu'il y a des suggestions? Nope, suivi. Il y a une causerie écolo. Je peux vous envoyer chez OAMGui. Je vais faire ça. Question à 2 balles, les chauffe-eau élect connectés classe B, c'est un vrai truc ou c'est pipeau marketing? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une connexion qui permet de piloter la consommation, ça c'est un sujet aussi qui peut être intéressant dans le cadre du chauffage et dans le cadre des réseaux dits intelligents, etc. C'est tout ce qui est pilotage de la demande et à quel point on peut décaler le chauffage dans le temps. Et là aussi, c'est une question qui arrive une fois que vous avez de l'inertie ou sur des choses comme les chauffe-eau. Donc pour l'instant, vous savez par exemple que l'eau chaude sanitaire, donc les chauffages électriques résistifs, c'est un des premiers, enfin c'est du pilotage de la demande et c'est un des premiers pilotages qu'on a fait. On voulait faire fonctionner les centrales nucléaires la nuit parce qu'il vaut mieux les faire fonctionner aux bases et du coup, sur le passage d'heure creuse, les chauffeuses se déclenchent et ils chauffent à ce moment-là. Alors que la logique, ça serait, si elles étaient toujours branchées, ce serait dès que vous tirez de l'eau chaude, ils se mettent à chauffer et là ça peut être un problème sur le réseau parce que vous tirez de l'eau chaude quand tout le monde tire de l'eau chaude. Et donc si on parle de connexions qui permettent ce type de gestion de demande mais de manière plus fine, qui est quelque chose vers lequel on arrivera, il y a un intérêt écologique et économique, il y a un vrai intérêt d'optimisation à pouvoir décaler dans le temps ce qui est décalable en termes de chauffage de l'eau, chauffage des habitations qui ont l'inertie, recharge des voitures électriques qui peuvent se le permettre, etc. Il y a vraiment un intérêt au niveau du système et il y a des réflexions là-dessus sur comment on peut faire techniquement et puis après comment on peut faire économiquement pour que ce soit préférable. Et donc il y a des acteurs, je pense par exemple à Octopus, qui se positionnent là-dessus, sur ce type d'effacement ou décaler dans le temps la demande. Ça serait marrant que... Enfin, c'est une bonne question, cette changement de classe. Ça dépend sur quoi c'est fait. Parce que si c'est d'un point de vue énergétique, que vous décaliez dans le temps, le moment où il chauffe, ça change pas combien il doit chauffer. Par contre, si c'est une question d'émission de CO2, pouvoir décaler dans le temps sur le moment où l'électricité est la moins carbonée possible, ou sur le moment où on écrète du nucléaire, où on réduit du nucléaire, on écrète des renouvelables, etc. Ça peut être intelligent, ouais, et ça peut justifier une baisse des émissions du point de vue du système. Donc là, ce type de pilotage de la demande, ça peut permettre à ce que la production d'électricité soit globalement moins émettrice de CO2 et globalement moins coûteuse aussi. Parce que ce qu'on appelle en dernier, ce sont des ressources fossiles, très très souvent, du gaz, surtout sur les derniers appels. Et donc c'est des choses qui nous coûtent cher et qui émettent du CO2. Donc, si on peut optimiser le réseau pour que quand on a des excédents, on utilise plutôt ça, ça a un intérêt écologique et économique. Ok, je crois qu'on a fini avec les questions, donc je vais vous envoyer en raid chez OAMGui, et voilà. Navisly, pour finir, le pilotage n'est pas déjà intelligent, HCCP... Ouais, non,
en fait, cette dynamique de heure pleine, heure creuse, c'est déjà bien. Ça permet de décaler une partie de la consommation. Mais tu vois, même au sein de la nuit, par exemple, il peut y avoir des différences en termes d'émissions. Donc là, tu déclenches vraiment quand tu passes en heure creuse. Et si on a on pourrait avoir une optimisation plus fine, qui est vraiment de se dire, ok, à la fin de la nuit, tu veux avoir telle quantité d'eau à telle température. Et après, on a un décalage plus fin qui décide c'est quoi le meilleur moment. Est-ce que c'est au moment du passage à 23h ou à 1h23, vraiment quand il n'y a plus personne et que le vent vient de se décider à se lever. Et là, c'est encore préférable. Donc il y a, on va, je pense, tendre vers du pilotage de plus en plus fin d'une partie de la consommation pour vraiment avoir un ajustement encore meilleur que ce truc de passage heure pleine, heure creuse. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur Economix, donc le truc de RTE qui permet de suivre la production-consommation, vous le voyez en fait, ce passage heure creuse. Ça fait un pic de la consommation. Donc c'est pas un truc qui est parfaitement lissé, etc. Je pense qu'il y a de la marge pour faire un peu mieux. Ouais. Après, il faut voir si l'effort supplémentaire est justifié par le bénéfice supplémentaire. Mais en tout cas, quand on réfléchit à une optimisation des réseaux, c'est une question qui se pose. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit stream post-publication. J'essaierai de continuer de faire ça à chaque vidéo. Et... Ah ok, donc j'ai pas tout à fait compris. Bah, je ne connais pas bien, c'est chaud-faux. Mais mais je pourrais creuser si je me penche sur les chauffe-eau thermodynamiques par exemple, je regarderai un peu ça. Donc merci à tous pour votre écoute, merci de continuer à me suivre, à regarder mes vidéos, à soutenir éventuellement mon travail. Et le prochain sujet, j'en ai parlé un petit peu, ça sera une vidéo courte sur les voitures électriques, parce qu'il faut continuer de se battre sur ce front aussi. Et je bosse un peu... sur le maritime international. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent par le raid. En fait, la vidéo allait s'arrêter. Je suis désolé. Je suis très content que vous soyez là et que vous soyez nombreux. Mais j'allais envoyer tout le monde ailleurs. Et on va s'arrêter là. Donc on a parlé de pompe à chaleur ce soir. Et j'étais en train de dire au revoir à ma communauté. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et on en discutera on discutera la prochaine fois. Donc pour ceux qui découvrent mon travail, allez plutôt voir ma chaîne YouTube où je parle de climat et d'énergie. Et moi, j'allais dire au revoir à tout le monde. La vidéo sera visionnable et elle est postée sur YouTube, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Climat part en live. Et voilà, faut que je lance le raid. Donc salut à tous et à la prochaine.